Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone Surf Podcast, le podcast du surf français. On est en direct de la Embassy Surf House à Seignos. Merci à eux de nous accueillir et si vous avez l'image et si vous regardez l'épisode sur YouTube, on vous invite à regarder un petit peu l'environnement. On est plutôt bien, que des belles planches iconiques au mur et on vous laissera découvrir l'endroit par vous-même. Et on est donc là, Rémi, Fredo dans la régie. On a un peu plus de confort que d'habitude même, on peut le dire. Ah, on est bien là, on est posé. plutôt bien, ouais. Et on est avec un invité qu'on voulait recevoir depuis super longtemps. Ouais, un invité qu'on voulait recevoir depuis longtemps parce qu'il est super busy et c'est un des caméramans incontournables du surf et notamment du surf de gros. Il bosse sur la série HBO The 100 Foot Wave, la vague de 30 mètres. Il a aussi reçu un Emmy Award pour cette série et il est sur bien d'autres projets. Il fait partie de la nouvelle génération des filmeurs de surf. On reçoit aujourd'hui monsieur Michael Darrigade, a.k.a. Boula. Salut Boula. Merci de me recevoir les boys. On t'appelle Boula, on t'appelle Michael pendant l'épisode ? Vous allez m'appeler Boula, non ? Ouais, c'est bizarre, ça me va bien. Ça fait bizarre sinon. Et ouais, Rémi faisait un petit tour de ta carrière, ça tombe bien, on a toute l'émission pour en parler. Mais t'as une petite renommée aussi ces derniers temps suite au livre de Damien Castera qui est sorti au printemps, La liberté ne meurt jamais, qui raconte ses différents voyages en Ukraine pendant la guerre, et toi tu l'as accompagné sur l'un de ces voyages, et il parle de toi en des termes à la fois élogieux et assez marrants par moments, et on aura l'honneur d'avoir justement certains passages qui seront lus par Damien tout au long de l'émission. Voilà. Mais on va attaquer par le début, tu connais justement l'émission, toi t'es de Boucau, à côté d'Anglette, pour ceux qui ne connaissent pas, de l'autre côté de l'Adour. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton environnement là-bas et puis comment t'en es venu d'une part au surf et puis on parlera d'image un peu après. Mon environnement là-bas c'est très simple, hein. C'est des usines. Aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais quand j'étais jeune c'était quand même assez ouvrier, j'ai envie de dire, pauvre presque, tu vois, sur certaines parties. Et le truc le moins cher qu'on avait au Boucau c'était la plage, quoi. Et du coup on passait notre vie à la plage, quoi. Moi ça a été comme ça que j'ai commencé, et mon frère qui a 50 de plus que moi, que Rémi connaît d'ailleurs. Et que Rémi habite à Boucau également. Ouais, exactement. Rémi a immigré chez nous. et du coup, ouais, c'était l'environnement de la mer, c'était cool, on avait que ça à faire, et on était jeunes, insouciants. Mais je te parle de ça, j'avais, 8-10 ans, quoi. Et du coup, sur la plage où j'ai grandi, il y a un surf club, quoi. Il y a un surf club qui est là depuis plus de 50 ans, et où il y avait quelques très très bons serveurs déjà à l'époque, quoi. Et donc, du coup, quand tu les vois se mettre des barrels, t'as envie d'y aller, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aller de plus en plus à la plage et que c'est devenu un environnement qui m'a plus jamais quitté, quoi. Tout simplement. Ok. Très bien. Et l'image dans tout ça, à quel moment parce que t'as commencé par la photographie, à quel moment tu décides de prendre un appareil et de documenter les choses? En fait, je l'ai pas décidé, quoi. J'ai trouvé un appareil photo dans un bus. Et du coup, je me suis mis à faire des photos, quoi. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Excellent. Et tu travaillais à l'époque justement, c'était l'époque où tu étais chauffeur de bus. Ouais. Donc un jour, en fait, en faisant le tour du bus à la fin, tu trouves. Il y a un mec qui m'a ramené un sac. En fait, il y avait un appareil dedans et personne l'a jamais demandé. Et du coup, je l'ai gardé, quoi. C'était quoi comme appareil? C'était un Nikon D200. D'accord. Et à partir de ce moment-là, tu t'es dit, je vais shooter du surf ou tu shootais autre chose? Pas du tout. En fait, j'étais à Chamonix, donc déjà, tu vois, l'environnement, il est méga beau. Et donc... Tu travaillais en tant que chauffeur là-bas, ouais. pour qu'on comprenne. Ok. Ouais. Et à l'année ou c'était non, des pour saisons pour la saison d'hiver. Tu vois, l'été, je faisais ici. J'avais fait une saison d'hiver là-bas, quoi. Et du coup, après ma saison, je suis revenu ici. Et à l'époque, j'avais 2-3 potes qui étaient pas mauvais en surf. Et il y avait pas, c'est le début du numérique, quoi. Donc, il y avait pas beaucoup de photographes comme aujourd'hui. Et il y avait que des vieux, en soi. Et du coup, mes potes, ils étaient jeunes, comme Romain Lollet ou Damien aussi par la suite. Enfin, il y en a eu plein, quoi. Mais c'est ça qui a fait que ça m'a mis le pied à l'étrier, en fait. Eux, ils préféraient cruiser avec un pote. Et du coup, moi, j'étais pas le meilleur, mais du coup, je m'y suis pris au jeu, et vu que je savais surfer, j'avais 2-3 notions, des vagues, quoi. Et puis t'avais pas les pires gars à shooter face à toi en plus. Ouais, j'avais des pros qui étaient bons, quoi. Donc du coup, c'était Romain moi qui étais nul, en fait. Romain à l'époque, il était plus ou moins dans le prime de sa carrière, quoi. Ouais, il avait gagné un QS, il était chez Fox, il était au top de sa carrière, ouais. Et d'ailleurs, c'est là où vous vous rencontrez avec Romain. Ouais, c'est Romain qui a fait ma première parue de ma vie. Ouais.
Des photos à la benne. Je me souviens très bien des photos que tu envoyais. C'était à l'époque, c'était vers 2009-2010, je dirais. Je sais pas, c'est un moment. Ouais, je pense que ça tourne à peu près à ça. Ouais. Ou sur surfsession.com. Bah, il n'y avait pas encore Instagram. En tout cas, c'était en 2009. C'était les prémices, quoi. Vraiment les prémices en 2010, ouais. Et donc, toi, tu faisais partie des 2-3 personnes qui envoyaient des photos des sessions locales et qui cartonnaient, en fait, que les gens prenaient vachement de plaisir à regarder. Et il y avait la benne, et je me souviens qu'il y avait aussi une session au Furoncle. Non, c'était au Sable d'Or, je crois. Enfin, il y en avait plusieurs, mais il y avait une session avec Romain qui se mettait des barrels au Sable d'Or, je crois, aussi. C'est possible. Un dimanche comme ça, et avec du monde et tout sur la plage, et lui qui se mettait des barrels assez près du bord, genre des conditions qu'on voyait pas tous les jours là-bas. Mais... Ouais. Et ouais, c'est effectivement comme ça que moi j'ai commencé à te connaître. Grave. Et c'était que le début à ce moment-là. Ouais. Et tu les achetais combien les photos, Romain? Et ben en fait à l'époque je crois que j'ai déjà dit non qui les achète, c'est commencé. Ouais, et je crois que j'ai déjà expliqué comment ça marchait à l'époque. L'économie sur le web elle était quasi inexistante et mais on faisait quand même l'effort sur Surfsession de payer. Alors c'était ce que c'était que dalle, c'était 50 balles. Je crois que je crois que c'était 6 € la photo pour catégorie un peu des newbies comme toi quoi. Après t'avais peut-être 8 ou 9 € pour les semis, c'était des collaborateurs un peu occasionnels. Et après tu vas voir que c'était pas énorme non plus, mais pour le gros du le gros du tableau, les Cazenave, les Jocher, les Greg Rapjack et tout, je crois que c'était 11 € la photo. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, c'était plutôt, on avait le choix à la sélection B, quoi. Ils gardaient leur première sélection pour le magazine, qui évidemment était vendue achetée beaucoup plus cher. Et après, celle-ci pour le web, sachant que la particularité, c'était que pour eux, tu pouvais de temps en temps ne pas toucher à la sélection pour pas griller en fait ce qui avait été filé au mag, mais que le mag, en fait, peut-être que 3 semaines après, elle avait une session qui était 10 fois mieux. Donc en fait, les photos ne voyaient jamais le jour sur le papier, et donc personne n'en avait croqué. À commencer par eux, quoi. Ouais, totalement. Mais voilà, t'as ta réponse. 6 € je pense. Un truc la photo, ouais. Donc à ce moment-là, mec. Ouais, ça faisait des portfolios de 10 ou 12 photos. Donc en fait, fait une photo de ma life. Le Romain, il me disait, viens avec moi, on va aller à la surf session, ils vont te payer. J'étais, ah, mais t'es ouf ou quoi? Ouais, ça devait faire 80 € le portfolio. Peut-être, je te dis, 10-12 photos, c'est dans ces eaux-là. Tu vois, je me rappelle, c'était des billets à 50 balles, tu vois, en moyenne. Mais c'était cool, tu vois, les photos, elles vivaient. Romain, ça lui faisait une actu. Et nous, ça nous poussait à faire plus d'images, tu vois. Enfin, moi, c'était ça le délire, tu vois. C'est que je me disais, voilà, au bout d'un moment, si tu veux vraiment en vivre, il va falloir commencer à réfléchir, tu vois. Et par conséquent, tu t'es dit, tu t'es mis dans une optique de progresser dans l'art de la photographie. Non. Moi, je suis vite passé à la vidéo, en fait. Les boîtiers, moi, j'ai commencé la photo et les boîtiers, ils faisaient Jack. Et c'était le tout début de la vidéo. D'accord. Qu'ils fassent les deux, quoi. Ok. Et du coup, je me suis mis à la photo très vite, ouais. Très vite. Donc, genre, j'ai fait 2 ans de photo, ou peut-être 3 ans, même pas, tu vois. Donc, t'as commencé avec ce matos que t'avais trouvé et t'as vite investi dans dans un Canon, ouais, après. Un 5D ou quelque chose comme ça. Ouais, plus bas que ça, mec. Ouais. Je sais plus ce que c'était, mais plus bas que ça. Et là, t'es passé à la vidéo. Et là, j'ai essayé de faire de plus en plus de vidéos, ouais. Je faisais les deux, en fait. Et pourquoi plus la vidéo? C'est que c'était un truc qui t'intéressait plus? Tu sentais qu'il y avait plus de débouchés à venir sur ce créneau? Ouais, c'est en discutant avec Arnaud Decarne, vous voyez qui c'est? Ouais, très bien. Arnaud Decarne, une fois, à l'anniversaire de Duz. D'accord. Qui m'a dit, mec, la photo, c'est mort, fais de la vidéo. Si tu veux en vivre, fais de la vidéo. À l'époque, il avait été quand même visionnaire parce que YouTube était vachement moins présent et c'était un peu galère même d'uploader ses vidéos de surf. Ah oui, complètement. Mais après, il y a eu plein de plateformes, il y a eu plein de trucs, tu vois. Quand je suis rentré chez Extreme Vidéo aussi, ça m'a aidé, tu vois, avec Franck. Ouais. Là, tu vois, j'ai fait du content à mort. Et qu'est-ce que tu faisais pour Extreme, du coup? Eh bien, c'est mon premier contrat de vidéaste, quoi. Ok. Ouais, c'est Franck Bibalski qui me l'a filé. Et du coup, tu devais suivre certains gars je faisais du content pour ces différentes marques, sur les événements, là où ils se parce qu'à l'époque, il avait la licence de GoPro. Ouais. Et du coup, tu vois, j'allais sur les événements GoPro, je faisais du content, c'est comme ça que j'ai été, tu vois, formé par GoPro, quoi. Aussi, tu vois, à utiliser des GoPro de ouf, quoi. Tout le temps. Et donc, ils avaient plein d'athlètes, entre GoPro, Accessories, enfin, tu connais toutes les marques qu'ils avaient à l'époque, ils en distribuaient pas mal. Et du coup, moi, je crée du contenu, tu vois. Et puis, il avait sa plateforme en plus de ça. Il avait une chaîne YouTube qui cartonnait, quoi. Qui avait plusieurs millions d'abonnés. C'était le tout début. Enfin, tu vois, si on parle de profils qui ont réussi une bonne vision, qui est assez novateur, lui, il en faisait partie parce qu'il s'est vraiment jeté sur toute cette partie plateforme digitale vidéo avec des moyens. On parle même pas du flair qu'il a eu pour la GoPro à l'époque, mais. Après, c'est une machine. Très intelligent. Très intelligent. Et toi, du coup, comment tu te retrouves là? Est-ce que tu as déjà une formation même de monteur ou quoi? Ou tu apprends sur le tas? Ah, moi, j'apprends sur le tas. Et je parle pas anglais. Et tu vois, c'était compliqué à l'époque.
je galérais. Mais après, moi, ce qui m'a sauvé, c'est de rencontrer Vince, quoi. Vincent Kardazik, donc. Ouais, c'est Vincent Kardazik, ouais, qui a, voilà, il m'a appris à devenir un vrai caméraman, quoi. Il m'a donné son expérience, quoi. Et avant de passer à cette rencontre qui arrive un peu plus tard dans ta carrière, toi, à quel moment tu décides, bon, je lâche le bus et je me mets à fond dans la vidéo? C'est Franck qui me signe mon contrat, en fait. Ok. Mais ça arrive hyper tôt. C'était suffisant pour faire que ça? Ah bah ouais, moi j'avais un contrat de salarié chez Extreme Vidéo, quoi. Ah ok, d'accord. Ah oui. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même d'autres gens qui filmaient aussi. T'étais pas le seul sur la place. Pourquoi toi plutôt que d'autres? Je sais pas, parce qu'il aimait le surf, tu te rappelles, je tournais des vidéos, comme tu disais, tu vois, c'était le début, donc personne faisait trop ça, tu vois, de documenter les sessions qui avaient été faites. Et moi, rappelle-toi, je t'envoyais pas des photos de merde, quoi. Je t'envoyais des jours où tu te disais, putain, ouais, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose de spécial ce jour-là, c'était pas 1m50 pourri. Et du coup, je sais pas, Franck, il a eu le flair, quoi. Et il m'a dit, vas-y, c'est parti. Voilà, ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ok, donc là on est vers quoi? Vers 2011, un truc comme ça? Ouais, par là, 2012, par là, un truc comme ça. Ouais, je suis hyper mauvais avec les dates. Ah merde. Ah ouais, je suis hyper mauvais. Parce que Romain, il aime bien les dates. Ah ouais, j'aime bien les dates. Ouais, tant pis, je vais essayer de m'en passer avec toi. Et après ton expérience chez Extreme Vidéo, tu commences à être de plus en plus intégré dans les sessions de surf de gros, notamment avec la Billabong Adventure. Comment ça s'est passé tout ça? Ça, en fait, si tu veux, c'est... Je suis allé à Nazaré en décembre 2014, quand Sancho il prend sa bouffe. Ouais. Ok, la première grosse vague de Sancho où il tombe en bas, c'est ça? Ouais, exactement. Où apparemment il la descend pas. Tout est subjectif. Il va bien loin quand même. Ah, je sais pas, mec, il ride un truc pendant 30 secondes. Si t'appelles ça pas la descendre. Tu vois, vraiment. Bref, c'est un autre débat. Qu'on a eu avec lui ici, justement, déjà. Lui, il dit qu'elle est pas rentrée. C'est ce qu'il nous a dit. Ouais. Il l'a fait pas, peut-être. Parce que c'est peut-être pas lui de dire qu'elle est rentrée, mais je suis d'accord avec toi. En fait, il y a largement ride. Il y en a qui ont eu des records du monde pour moi, et qui ont été moins loin sur la vague. Ouais. On citera pas de nom, mais. On citera pas de nom, ni de vague. Mais non, mais voilà. Et pour ceux qui savent pas, pardon, je te coupe. S'ils savent pas de quoi on parle, il y en a peut-être aussi. C'est Billabong XXL, décembre 2014. Nazaré, Wipeout, Benjamin Sanchez, tous ces mots-là rentrés sur YouTube, ça devrait vous donner un peu un aperçu de quoi on parle. L'idée du truc. Et du coup, moi, c'est la première fois que je vais à Nazaré de ma vie. Et ça changera ma life, quoi. Vraiment, pour le coup. Parce que, en gros, j'avais rencontré Michel, genre, Michel Laronde? Ouais, Michel Laronde. Quelques mois avant, avec Pozzo. Et Tyler, qui était tout kids. Genre, ils avaient Pozzo Andoni, qui est un rider d'Anglette aussi, qui passe du temps avec eux là-bas à Hawaï. Voilà. Qui est le fils caché de Michel. Enfin, Tyler et Pozzo, ils sont depuis tout petits ensemble. Enfin, et qui est un gros chargeur aussi. Ouais. Clairement. Et donc, quand tu descends à Nazaré, là, t'es encore chez Extreme ou t'es déjà en free? Je suis en free. Okay. Déjà. Ouais, je suis en free déjà. Et Michel m'appelle et me dit, voilà, il y a Ross qui vient à Nazaré, il veut que je le pilote. Et donc, j'ai une piole avec, j'ai une baraque, quoi. Donc, si tu veux venir, le logement, c'est gratuit. Vas-y, viens, jeune, quoi. T'as envie de bosser, t'as envie de te bouger le cul. Viens, quoi. Et du coup, j'ai braqué la caisse de ma madré. Parce que ma voiture était pourrie à l'époque. Et je suis parti au Portugal, quoi. C'est-à-dire, tu lui as braqué, tu lui as pris sans qu'elle sache? Non, tu l'as quand même demandé le temps? T'es fou, je l'ai supplié. Tu viens du Boucau, je pose les questions pour qu'on sache bien. On vole pas chez nous, mec. C'est le principe de base, ça. Et non, voilà, ma mère m'a prêté sa voiture et je suis parti là-bas et j'ai filmé la vague de Sancho, quoi. Mais tu faisais pas partie du crew de la Billabong Adventure Division à l'époque? Pas du tout. C'est par accident, en fait. T'as eu la vague que les filmmakers qui devaient l'avoir n'ont pas réussi à... ils l'ont eu moins bien que moi, quoi. Okay. Apparemment, parce que c'est ma vague qui a été sélectionnée, c'est ma vague qui a été avec celle de Laurel aussi, il y a celle d'Alex. Il y a 2 angles. Et voilà. Et du coup, après, moi, je l'ai filé à Sancho, quoi. Je lui ai donné, je l'ai pas vendu. Et du coup, Vince, je le connaissais pas à l'époque, tu vois. Je sais pas, il a kiffé mon move et il m'a filé un job derrière, quoi. Ok. Tu penses que le fait d'avoir donné la vague, ça a quand même montré un état d'esprit plutôt ouvert, c'est ça qui a fait que... Ouais, c'est rare, quoi. Tu filmes la vague de l'année, Surtout que cette vague, elle devait aller donc pour le XXL. Ouais. Et à l'époque, ça doit sûrement être encore le cas, mais quand un photographe ou un caméraman donne son contenu, il est presque plus propriétaire de son contenu. C'est la WSL qui a le droit de l'exploiter. Là, c'est François, moi, qui voulait me l'acheter, quoi. Qui m'a dit, vas-y, c'est quoi ton prix?
Et je Par lui ai contre, dit, si tu gagnes en tant que XXL, le filmmaker, il gagne un dixième de ce que gagnent les surfeurs, genre 5 000 $, ouais, un truc j'avais comme gagné ça. 3000 balles, 3000 balles, ou ouais. 3000 balles, un truc comme ça. Ok. Mais pour moi, c'était inouï, mec. J'étais là, vas-y, c'est jackpot, quoi. Je suis parti à Et puis inviter ta Nazaré. mère au resto au retour avec ça. Ouais, Pour la grave. remercier. Grave. Je lui ramener sa voiture entière, déjà. Déjà. Non, mais ouais, puis je me rendais pas compte de l'impact qu'allait avoir cette vague aussi, tu vois. Et puis, je sais pas, Sancho, il est remonté, c'est moi qui l'ai ramené au port avec Michel dans la voiture de ma madré. Je sais pas, tu vois, c'était mon pote. Je sais pas, tu vois, j'ai même pas réfléchi sur le moment, ça s'est passé à un coup de fil, quoi. Ouais. Je l'ai envoyé, je l'ai filé à François l'a filé à un gars qui a fait partout dans le monde, quoi. J'avais Voilà. déjà expliqué ce truc-là, je sais plus si c'était avec François ou avec Billabong, mais à l'époque, pareil, à Surf Session, je crois qu'il envoie un message à la rédac, à Julien en l'occurrence, en disant, bah, il y a un truc de fou, la plus grosse vague du monde et ça. Et donc, on appelle pour essayer d'avoir et la story et les premières images, qui étaient en réalité les captures un peu basse def de la vidéo. Et en arrière-plan, pendant que Sancho racontait son truc, je pense que d'être une des premières fois, il a dû faire ce truc-là 50 fois dans la journée. On entendait l'excitation derrière et genre François qui était au téléphone, genre l'effervescence dans la chambre d'hôtel, parce que je pense que toutes les rédactions étaient en train de se réveiller et de vouloir en fait avoir un petit bout du truc, quoi. C'était monstrueux ce que Sancho il a fait, c'est monstrueux. Moi j'ai jamais revu l'océan comme ça, mec. Ah vraiment? Ah ouais. Pourtant, tu passes un peu de temps. Ouais, ça fait, mais depuis ce jour-là, j'y étais tous les hivers. Depuis 2014. Ouais, depuis plusieurs fois. Au début, moins qu'aujourd'hui, mais j'y étais régulièrement, tu vois. Tous les gros swells, j'essayais d'y aller. Fait quand tu vas la première fois qu'il se passe ça, t'as envie d'y repartir, quoi. Mathématiquement. Et après ça, du coup, ça a fait boule. Du coup, Vince m'a filé un premier job. On est parti, il m'a emmené en Irlande avec lui. Sans me dire avec qui on partait, à part Sancho. Et du coup, il y avait Shane Dorian qui venait. Du coup, on a shooté ensemble pour Vagalam. Ça a été un peu le... Eux, ils avaient déjà commencé, tu vois. Et moi, je suis rentré dans le projet, quoi. Ok. Et après, a suivi Vagalam, quoi. Pendant 2 ans, on a chassé les plus gros swells de la Terre avec Sancho, quoi. Avec Sancho, Greg Long, Shane. Ouais, donc là, t'as accès quand même à du surfeur world class d'un Ah coup. oui, ah oui. Ça change, ça. Ouais, tu sens que tu Bah, montes tu te un dis que c'est step possible, dans. quoi. Tu te dis que c'est possible, tu vois. Et donc à ces moments-là, toi, tu dis en fait, j'arrive un peu, j'ai une formation, enfin, je me suis formé un peu tout seul. C'est Vince, il m'a tout appris. Vince, Après, il te met dans la main du bon matériel et il te forme ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Vince, il me dit, voilà, j'ai vu ce que tu fais. T'as d'autres, enfin, tu vois, t'as 2-3 notions du surf. Enfin, tu filmes pas trop mal. Et si tu veux apprendre, ben voilà, il m'a filé une raid et il m'a payé pour bosser pour lui, quoi. Ouais. Ah, c'est lui qui C'est t'a un mis la raid masterclass, dans les mains. Ouais. Ah, moi, la première raid que j'ai eue, elle était à Vincent Cardazzi, quoi. Ouais. Qu'on précise, c'est juste Je la pouvais même pas m'en Rolls-Royce payer, des caméras Je pouvais HD même pas Ultra m'en HD payer, de l'époque. Ah ouais. Et je savais pas m'en servir. Ouais, parce que c'est un autre délire. Ouais, c'est un menu spécial, quoi. Il faut apprendre. C'est comme tout. C'est du matériel précis, du coup, il faut savoir s'en servir un peu, ouais. Ça demande du temps. Et ça t'a demandé beaucoup de. Ça demande du temps. De et travail. Encore, moi, j'ai eu de la chance parce que Vince m'a filé tous les tips, quoi. Quand t'apprends seul tout, c'est pas la même. Hein. Quand t'as un gars qui fait ça depuis 10 ans et qui est un des masters du truc, bah, si t'as envie d'apprendre, t'apprends. Mais après, voilà, il faut être un soldat. Hein. Lever le cul, bosser, et puis voilà. Ouais, et puis là, faut dire que sur le. Enfin, raconte-nous un peu comment ça se passe, tu vois. Parce que filmer une session à la benne, c'est un délire. Mais chasser les plus grosses vagues du monde, c'est un planning qui est complètement différent. Ah bah, y a pas de planning déjà. Le planning, c'est de te lever le matin et de voir ce qui se passe, quoi. Donc raconte-nous comment ça se passe. Tu pars sur un swell. Ça dépend, tu vois. Moi, il y a plein de moments différents, tu vois. Mais genre pour HBO, on est tout le temps en alerte, quoi. Et après, on voit ce que les athlètes font, ce que la météo fait. Parce que si tu vois qu'il y a le swell de l'année à Jaws, tu te dis bien qu'il y a 2-3 gars de la série qui vont y aller. Donc tu commences à t'organiser et tout. Mais des fois, ça se joue à... Ouais, ça va très vite, quoi. Ça va très vite. Mais tu vois, quand on part à Lady Aiko, là, juste avant Cortés, je suis avec Lucas Chumbo, on attend le oui ou le non, le feu vert de Lady Aiko. Feu vert, 11h du soir à Lisbonne. C'est à peu près 2 jours avant l'événement, c'est ça? 2 jours avant le lancement de l'événement? Ouais, c'est 48 heures. Ouais. Et du coup, en fait, t'as qu'un vol à Lisbonne à 5h du mat. Si tu prends pas ce vol-là, tu seras jamais à Hawaï en temps et en heure. Ça te fout la pression quand même. Donc à 23h, prépare, départ. les... T'as tout checké, tes valises sont déjà prêtes. Enfin, tu vois, c'est parti, c'est la guerre, quoi. Et toi, est-ce que t'as toujours une valise prête à partir Non, mais ça va vite. Ça va vite. Bon, ils te demandent toujours un truc, hein, mais t'as ton matos. Ton matos, tu vis avec, tu vois. Mon matos, l'hiver, quand je suis à Nazaré, que je bosse pour HBO, il est toujours prêt, quoi. Je le range pour rentrer dans un avion, ou, enfin, je suis toujours en train de filmer quelque chose.
on a toujours quelque chose à faire, quoi. Et ce qui est bien dans le docu Vague à l'âme, on le voit bien, c'est que vous mettez vachement en avant l'action, évidemment, mais si tous les en dehors, notamment toutes les parties le quotidien, le lifestyle, on voit ici un peu l'état d'esprit dans lequel les mecs sont, que ce soit Shane ou Sancho. Le avant, donc storytelling. c'est ça la partie humain, justement. Et toi, je sais que, je l'ai entendu plein de fois, et Vincent disait, en fait, je sais avec qui je peux mettre Boula, et Boula, je peux mettre avec les pires gars et tout, ça passera, parce que t'as ce feeling, ce savoir-être avec les gens qui fait qu'en fait... après, il y en a avec qui ça passe pas du tout. Enfin, mais c'est comme ça. Et ça, c'est le taf de Vince, tu vois, sur HBO. C'est à lui, tu vois, de capter avec qui tu t'entends bien ou pas. Et puis, tu le sais, quoi. Enfin, tu vois les images, tu vois vite avec qui tu rigoles et avec qui tu rigoles pas, quoi. Ce serait rapide. Et du coup, ouais. Mais en gros, ça fait partie presque des compétences à avoir, c'est du savoir-être, mais en fait, ouais. c'est la base, mec. Ça fait pas tout d'être très bon techniquement si tu sais pas en fait bien te comporter. Non. La technique, c'est une chose, tu vois. Aujourd'hui, nous, on est obligé on fait du storytelling réellement, quoi. Tu vois, on raconte des histoires. C'est aujourd'hui un documentaire qui raconte pas d'histoire, pour moi, ici. Ouais, c'est médiocre, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, ou si tu fais une part de bourrin avec les meilleurs trucs dans le surf, tu vois. Mais moi, je parle du documentaire dans sa globalité, comme tu disais, tu vois, parce que j'ai eu la chance de faire plein de trucs différents. Le storytelling, c'est la base du truc, en fait. Si t'as pas d'histoire, un livre, tu l'écris pas si t'as pas d'héros, quoi. Enfin, ou même si c'est de la dramaturgie, t'as toujours un héros, quelqu'un, tu vois, un personnage principal qui te raconte une vraie histoire, qui te transmet quelque chose. Foutre de la wax sur une board et aller faire du surf. Je sais pas, tu vends plus du rêve à personne aujourd'hui. Et justement, tu disais, tu as besoin de storytelling, donc tu as besoin... Toi, ton taf, au-delà de la technique de capturer, c'est faire en sorte que le mec soit assez à l'aise avec toi pour se confier et te donner ses émotions. Ça, c'est une partie du truc, mais t'as aussi savoir rebondir sur ce qui se passe. Tu vois, parce que nous, dans le documentaire, moi, quand je pars avec Jumbo ou avec Justine Dupont, je sais pas ce qui va se passer foncièrement. Mais tu vois, je sais que, je sais pas, Jumbo, il a mal au pied, ou tu vois, je sais pas, qu'il est stressé pour un truc, ou... Et il y a plein de choses qui rentrent en jeu, tu vois, dans les athlètes de haut niveau, dans leur mental. Les bordels, c'est des usines à gaz, c'est des F1, quoi. Donc, le moindre accro, ça les perturbe, tu vois. Et du coup, ça, à la fin, tu finis thérapeute. Moi, j'ai même pas besoin de rien leur dire parce que t'es tout le temps avec eux et du coup, ils se livrent, ils te parlent, tu vois. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des moments, toi, où tu te dis, bon, ok, ça serait bien que je sorte la caméra, mais là, je vais pas le faire. Ouais, plein de fois. Plein de fois. Sachant qu'en fait, il pourra jamais être aussi spontané si tu lui demandes de refaire ce qu'il est en train de te dire. Exactement. Mais s'il en parle une fois, il en reparlera. Ouais. Ouais, souvent. Mais après, il y a des fois où on va les titiller aussi, tu vois. C'est ça aussi, tu marches sur les œufs parce qu'il y a des fois où tu te dis, là, tu sais qu'il veut pas t'en parler, mais tu sais que c'est méga bon. Et du coup, t'es là, bon, mec. Et des fois, tu prends des murs et c'est là où tout est la finesse et la subtilité, tu vois. De savoir quand c'est que tu peux poser ta question ou pas. Et moi, j'ai entendu dire aussi, par pas mal de riders, que t'es un bon gars à avoir, non seulement pour les documenter eux, mais t'es un bon gars à avoir un peu comme guide quand tu te retrouves un peu dans des voyages où c'est un peu plus hostile, où tu dois naviguer un peu avec les populations locales. Et toi, t'arrives bien à faire ce genre de truc, mettre les gars en place pour que ça se passe bien après pour ton équipe. Ouais, j'essaye, quoi. Mais après, voilà, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des bons mentors, tu vois. Quand tu vas à Maui, tu vas chez Michel Laronde. Ouais, tu vois, c'est toujours bien, quoi. Et du coup, grâce à ces gens-là, tu rencontres d'autres gens. Et... tu vois, c'est la vie, quoi, en fait. Moi, j'ai fait ce métier pour ça, tu vois, pour raconter des histoires et rencontrer des gens, en fait, qui me surprennent. Et plus tu vas dans des spécificités, que ça soit le surf, c'est une chose, tu vois, mais... que ça soit la guerre ou tu vois, t'apprends toujours des trucs, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait des trucs avec les flics, je voulais pas y aller. Et à la fin, t'as pris une leçon quand même. Pour ce deuxième voyage en Ukraine, je suis accompagné par le caméraman Michael Darrigade, alias Boula, un technicien de l'image rompu au tournage difficile. Une trogne de volcan érodé, plutôt râblé et large d'épaules, la silhouette bien tassée par une vie bien remplie, le regard brûlant, le cheveu rare et le poil dru, Boula compte également une belle collection de balafres sur la gueule, souvenir d'une époque où il lui arrivait d'utiliser ses poings pour terminer ses phrases. Une ponctuation par le geste lorsque les mots ne suffisent plus. Originaire de la petite ville de Bucco,
en périphérie de Bayonne, Boula a grandi au pied des usines sidérurgiques de l'Adour. Horizon de fer et fumée noire ont forgé chez lui un tempérament de lave en fusion. Fabuleux fonceur, téméraire dans l'action, portant l'excès et la folie en étendard, il est de ceux qui préfèrent l'intensité du danger à l'insoutenable tranquillité du quotidien. A short life but a good one. L'hiver à Nazaré, au Portugal, embauché par la chaîne américaine HBO pour filmer les plus grosses vagues du monde. L'été en France, utilisé en sous-main par Enquête Exclusive afin d'infiltrer en caméra cachée les réseaux de trafiquants de drogue. Il y a du carnassier en lui, du paillara ou du brochet, les dents longues, acérées, ainsi qu'un fabuleux mépris pour toutes les convenances. De chauffeur de bus à cinéaste multi-récompensé au Emmy Award de Los Angeles, il navigue en funambule sur la ligne de crête. Son tempérament fait de lui le compagnon de route idéal. Je crois que c'est Fred David qui m'a raconté une story où je crois que c'était à Hawaï ou quelque chose comme ça, où ils étaient en galère pour des jets et t'as réussi à dégoter des jets. Oui, c'était les pires de la Terre, mais on avait des jets. Raconte cette story, elle était, je crois qu'elle était charmée. C'est une des premières fois où Justine va à Hawaï, je crois, avec Fred, et je suis avec eux. Et oui, ils ont aucun contact, rien du tout. Et moi, j'en ai un, et je l'appelle. Bon, ça s'avère être les pires jets de la Terre, qu'ils n'ont pas été à l'eau avec, mais Fred, il était stupéfait que j'arrive à lui trouver des jets comme ça. Et ouais, t'as été les chercher dans le fin fond de l'île. Et... Il fallait pas demander les papiers, je pense. Ouais. Tout était un peu sketchy, quoi. Ouais. Non, mais ouais, après, j'aime bien la communication avec les gens. Et aujourd'hui, je parle plusieurs langues. Tu vois, je parlais bien espagnol au début. Maintenant, je parle pas trop mal anglais. Et du coup, ça me permet de partout dans le monde discuter avec n'importe qui, quoi. Et du coup, quand t'aimes discuter, raconter des histoires, tu fais du réseau, quoi. Et tu te fais des vrais amis partout dans le monde. Et c'est ça qui est cool aussi, dans ce taf. Ouais, parce que tu sais pas où tu seras la semaine prochaine et tu sais pas si tu repars de Californie, si tu seras pas de retour, en fait, une semaine après. Ah ouais. C'était déjà arrivé, je pense, de faire des... avec Sancho. Avec Sancho encore, pour le El Niño Year, la première fois que je vais à Hawaï, à faire un Maui avec chez Michel. On est parti pour 10 jours, on est rentré 1 mois et demi après. En faisant des ping-pong entre Jaws, Mavericks... on est resté 4 Jaws, tous les 4 jours on allait à Jaws. Okay. Ça bombardait comme jamais. Ouais. Et là, quand tu y es pour filmer Sancho, admettons, tu filmes aussi tous les gars ou tu t'es te concentres que sur ton gars? Ah non, mec, Sancho, il va pas en prendre 12. S'il prend la bombe et que tu l'as pas, mec, t'as plus de taf. C'est fini. Ouais, puis même ton ego, il en prend un coup, mec. Tu passes 12 heures derrière un putain de trépied. Tu veux le moment où tu fais ça à ton pote et qu'il fait ouh, tu le veux ce moment-là. Ouais. C'est un moment de satisfaction pour toi aussi, c'est du travail accompli quand même. Ça t'est déjà arrivé de louper une bonne vague? Ouais, plein de vagues, j'ai raté plein de vagues, mec. Mais par contre, les bombes atomiques, je les ai jamais ratées. Ok. Est-ce que c'est pas ça la plus grosse pression en réalité du job quand t'es derrière le trépied? Ah ouais, tu vois, c'est ma plus grosse... Enfin, quand tu shootes de l'action, oui. Ouais. Mais moi, l'action, aujourd'hui, j'en shoot plus du tout, c'est très rare. C'est très très rare. Ah, ok. Je fais beaucoup plus de cinéma vérité, ce qu'on fait à Nazareth. Ouais. Mais j'aime encore le faire, ouais. Mais il faut que ça soit ouf. Je l'ai fait tellement de fois. Ouais. Mais j'aime bien, ouais. Et justement, parle-nous de cette série HBO. Je crois que quand ils ont commencé la série, ils sont arrivés avec leurs équipes américaines. Ouais. Et là, il y avait peu de filmeurs locaux, entre guillemets, je veux dire locaux européens qui étaient impliqués dans la série. Ouais. Et sur la seconde saison, là, c'est là où Vince est rentré dans le jeu et il a mis en place plus des équipes européennes. Non, à la base, c'est Laurent. C'est Laurent Pujol qui m'a fait venir à Nazareth parce que la production cherchait des caméramans du bord. Et c'est là où j'ai rencontré Joe Lewis. Et après, on a fait le film avec Alex et Antoine sur Justine, Enfer et Paradis. Et c'est ça qu'on a envoyé au producteur, qui l'a montré au réal. Et après ça, on a fait un call, il a aimé notre taf. En gros, on était sur la même compète WSL que la production. Et quand il a vu nos images, tu vois, il s'est dit, putain, il y a un truc que nous, on n'a pas, tu vois. Je pense qu'il s'est dit ça, je sais pas exactement, mais en tout cas, il nous a embauchés. Et ça passait aussi par le fait que vous aviez une proximité avec les riders que je vous sais n'avez pas pas du forcément. tout. Ouais, je sais pas. En tout cas, je sais pas. Il a vu notre projet de film, qui est ce qu'il est. Enfin, comparé à ce que lui fait, ça n'a rien à voir. Mais et je sais pas. Il s'est dit qu'il voulait des gars comme nous là-bas, et du coup, il nous a filé notre chance, quoi. Mm-hmm. Tu dis il est ce qu'il est, mais vous avez quand même eu un prix avec Enfer et Paradis.
Oui. Euh, Ouais. le documentaire est plutôt pas mal. Oui, Vous oui. n'avez pas non plus les mêmes moyens que Non, HBO puis la au même moment. expérience aussi. Ouais. Enfin, tu vois. Et toi, justement, jusqu'à présent, tu avais bossé pour beaucoup de productions qui étaient, on va dire, qui venaient du core surf, donc avec des moyens plus ou moins limités. Et là, tu passes d'un coup sur une production qui vient du monde de la télé, beaucoup plus Ouais, qui est gros. beaucoup plus grosse, mais en soi, moi j'ai eu de la chance, tu vois. Avec Vince, j'ai eu de la chance, j'ai toujours été bien traité, on a toujours fait des trucs cool. Après, j'ai fait plein d'autres petites productions autour, tu vois. Mais le gros de ma carrière, de mon travail, c'est à travers Vince, quoi. Tu vois, les plus grosses productions que j'avais fait avant ça, clairement. Ah, mais là, tu passes même dans une dimension autre en termes Oui, peut-être en termes d'exigence aussi de la part de la production, en termes ouais, enfin, de consignes. tu connais Vince, l'exigence, c'est son dada quand même. Ouais. Donc, non, je suis pas sûr que l'exigence, au contraire, c'est grâce à lui qu'on a été, enfin, que je pense que moi, tu vois, j'ai été à la hauteur au début pour rentrer dans la boucle, quoi. Parce qu'après, on a vachement évolué aussi, tu vois, grâce à ces années à filmer autant, avec toute cette exigence. T'évolues forcément. Et sur cette prod, comme tu le disais, l'idée c'est de raconter une histoire. Donc vous devez capturer à peu près tous les moments clés de la saison, qu'ils soient utilisés ou non. Ah ouais, il y a plein de trucs qui passent à la trappe, ouais. Et du coup, tu es en permanence sur le prêt à filmer. Ça peut être déclenché à tout moment. Ouais. Pas que le surf, comme tu le disais, Ah des ouais, moments de vie, des moments de doute. Ah, exactement. Et raconte-nous en fait comment ça se passe, toi, comment ça s'organise une journée comme ça. T'es dédié à des riders C'est méga varié. Il y a pas de journée type en fait, quoi. Je sais que je vais filmer, je sais pas quoi. Si j'ai pas de rider, je sais pas, des fois t'as rendez-vous avec quelqu'un, ben, je sais pas, il a pas envie ou je sais pas, il a quelque chose d'autre à faire, ben il te met un lapin. Ben, du coup, tu vas faire des beauty, tu vas faire autre chose, t'essayes de t'occuper et de créer du contenu, tu vois, qui servira. Ça sert toujours du contenu, tu vois, du lifestyle. Il y a toujours des trucs à filmer. T'as toujours quelque chose à faire. Ou tes backups, bien. Je suis un peu cancre sur mes backups des fois. et à Los Angeles, forcément la prod elle est à Los Angeles, ils sont pas tout le temps là. C'est vous enfin, toi et les autres filmeurs qui leur dites là il se passe un truc. Non, c'est Vince. Il y a un newcomer. Il disait qu'il y avait Vince. il y a une monteuse qui est à Lisbonne qui fait un premier tri dans les Ouais. rushs, c'est ça? Mais c'est Vince qui suit les histoires, tu vois. En fait, Vince, lui, il gère tous les caméramans. Et nous, on fait des daily reports. Tu vois, donc moi, je vais te dire aujourd'hui, j'ai shooté ça, on a parlé de ça vite fait, tu vois, mais en quelques mots. Et lui, du coup, il voit comment ça évolue. Après, on en discute. Comme ça, lui, il creuse chaque perso que chacun a filmé. Et lui, après, il fait un compte rendu, tu vois. Mais par exemple, je veux dire, Il mâche le travail. il y a un newcomer qui arrive, tu le vois, bon, Oui, après ça, mais à chaque fois, moi, je vais en parler à Vince. Je vais pas en parler à personne d'autre. Ouais. Tu vois, ok. moi, au directeur, je lui parle jamais. J'ai mis 4 ans à lui serrer la main. Il fallait qu'on gagne un Emmy pour que je le rencontre. Ce qui veut dire quoi? Lui, il vous laisse totalement la main libre à Vincent et à vous pour faire je pense que lui, il a confiance en Vincent et qu'il voit que ça marche et que lui, en fait, il raconte des histoires, quoi. Donc, amenez-moi de la matière. Je pense qu'il le voit comme ça. Après, je sais pas, j'en ai jamais débattu avec lui, pour être honnête avec toi, mais. Et aujourd'hui, toi, t'es dépêché sur quel rider? C'est quoi qui sont tes sujets? Moi, j'ai fait un peu tout le monde. Hein. Mais j'ai passé pas mal de temps avec Justine et Fred l'hiver dernier, quand même. Beaucoup de temps avec Justine et Fred l'hiver dernier. Et ouais, avec Lucas, avec Nick, avec Clément, avec Michel et Yann, avec Gareth, et après, il y a plein d'autres personnages, tu vois, comme Lino, il y a plein d'autres gars, tu vois, qui gravitent autour, hein, qui sont aussi importants, tu vois, les Ménès aussi, je sais pas si tu t'en vas que sur la plage. Pour les gros swells, souvent, je passe du temps sur la plage, tu vois, on a un dispositif qui est pour les gros swells, tu vois, où il y en a un qui est au port, un qui est à la plage, un qui est là, tu vois. Toi, c'est la plage, pour les grosses. Ouais, souvent, c'est la plage, ouais. Souvent, c'est la plage. J'aime bien. Tu récupères ceux qui prennent des gros wipeouts. Ah ben, tu sais que là, mec, t'as pas squatté 10 heures pour rien. Il en faut un. Ta journée, elle est rentable. Et justement, ouais, il y a des accidents, il y a des choses plus ou moins dramatiques qui se passent. Il y a eu un décès l'année dernière. Ouais, il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, ouais. Toi, comment ça se passe? Tu dois documenter tout ça, même quand le mec il est au plus mal? Non, tu vois, Marcio Ferré, il s'appelait le Brésilien qui est mort. Et la dernière journée de sa vie, enfin, moi j'ai passé un moment avec lui, tu vois, j'ai fait barbecue avec Lucas,
parce que Lucas Chumbo est brésilien. Du coup, tu vois, Marcio Ferrer, c'était un des Mad Dogs de Maui. C'était une légende un peu, tu vois, le mec. Et du coup, il est venu au barbecue avec nous. Il a demandé et voilà. Et après, ils sont partis surfer et arrivé ce qui est arrivé, quoi. Et non, pas du tout. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pas pu filmer. Même à la guerre, j'ai filmé des cadavres et tout, mais là, j'ai pas pu. Impossible. Et par contre, les mecs blessés et tout, ça, tu filmes. Ah, Ça, quand il a une clavicule pétée, enfin, tu vois. ouais, ça Quand me- plus il crie, plus tu filmes. Parce que s'il crie pas, c'est que c'est grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais quand il gueule, c'est bon, il a rien. Non, mais c'est vrai, c'est mathématique. Un gars qui crie pas, c'est pas drôle. Ouais. Ça veut dire qu'il soit il a perdu connaissance, soit il a pris de l'eau, soit tout complet. Tu vois. Donc, c'est jamais très drôle. Mais après, des crashs de jet, oui, ça, c'est. Voilà. C'est qu'il en faut. Ouais, c'est toi qui as filmé le dernier crash, là, où il y a cet hiver, le jet qui se fait complètement avaler par une intermédiaire toute blanche. Ouais, c'est moi qui le récupère, ouais. À Cabessa, ouais. C'est un pote à moi, ouais. Ils étaient vivants Et après lui, il a ça. pété 2 jets dans la même journée. Mais non. Ouais, back to back. Au deuxième jet, il a arrêté. Ouais. Mais par contre, Bah, du cette coup, image est dingue. en vrai, ton job à ce moment, enfin dans ces conditions-là, il est quand même compliqué parce que la plupart des gars, c'est tes potes, ou en tout cas, tu les connais tous. Ouais. Donc t'as pas envie qu'il leur arrive un truc. Mais Non, t'as quand même envie mais de ramener après, un petit truc un vite, peu. Tu vois vite, tu vois comment le gars il est, tu le vois du sable. S'il a perdu connaissance, si c'est la maladie ou pas. Après, ça m'est pas arrivé 20 fois de voir des gars vraiment mal. Non, mais sans parler de mal, mais quand tu vois justement ce que dit Rémi, un mec qui prend une bouffe sur un close-out, tout ça, tu te dis Ouais, bon, mais- ce serait cool qu'il remonte, mais je suis quand même content parce que je l'ai dans la boîte, quoi. Ouais. Oui. Oui, même si après, tu vois, le show, il tient pas à ça. C'est plus de la satisfaction personnelle que parce que t'as pas perdu ton temps sur la plage et il s'est rien passé, quoi. Parce que ça arrive aussi ces journées-là où finalement Ah, tu mais repars. des milliers de fois. Bredouille, Des milliers de en couille. fois. Ouais. Où le gars, il a une patte de jet ski, il le pose, c'est pas un gars de la série, c'est pas un de nos personnages principaux. Mm. Ouais, c'est pas top, quoi. Et maintenant, la série, là, sur la saison 3, ça se concentre plus que sur Nazaré. Il y a des strike missions. Ouais. Et du coup, toi, tu es dépêché sur des strike missions suivant les riders. Ben ouais, moi, j'ai été pas mal là-dessus. Ouais, Vince, il m'a envoyé pas mal à travers le monde depuis les 2 dernières années, même 2-3 dernières années. Deux surtout. Et là, tu as fait 2-3 trucs cool. Le Eddie Aiko, par exemple. Ouais, ben on a fait 2 Ideaiko avec Vince, ouais. Et Ça, déjà la c'était saison 3 incroyable. qui est sortie il y a quelques semaines Mois. ou mois maintenant au printemps là, Mais, ouais, ça c'était fait un c'est des images qui dataient qui ont un an et demi finalement. an. Ouais, 2 ans Ça, presque. quasiment 2 ans. Ouais, les quasiment Diakao, 2 c'est ans. celui de et même le Cortez Bank dont on parlera, c'est ça. C'était quoi, automne 2023, un truc comme ça. Ouais. C'est même C'était il y a 2 ans, quoi. Ouais, c'est 2025, 4, ouais, 2022 ou 2023. Janvier 2023. ok, d'accord. Ah ouais, donc Mm. ouais, ça date. Ça Ça commence à dater, ouais. Ouais. Ok, vous, il y a un décalage entre ce dans quoi vous êtes au quotidien, les personnages sur lesquels vous travaillez, le travail que vous faites, et Ouais. puis ce qui sort. Ça met vachement de temps en réalité à sortir. Il pourrait y avoir un an de Ouais, il y moins, a beaucoup presque. de temps, mais après, t'imagines la masse de footage. Enfin, on est Non, beaucoup de justement. caméramans, tu vois. Je sais pas, pour te donner une idée, en moyenne, tu vois, hein, je sais pas exactement, mais je pense qu'on fait 5 téras par semaine. Oh, ouais. Mais tu vois, quand il y a un gros event, genre la compète WSL, on filme, mon gars, du matin au soir, c'est 1,5 terrain chacun, quoi. Je multiplie ça par 10 caméras, plus le live, plus le truc, le machin, les interviews, enfin. Mec, c'est everyday, hein, pendant 5 mois, Ouais, non-stop. C'est monstrueux, le truc à traiter. Donc ouais, ça prend du temps. Et ton contrat, quand tu es comme ça sur une saison HBO, tu es exclusif ou tu as le droit d'aller faire des jobs à droite à gauche? Non, c'est exclusif. C'est exclusif. Exclusividad. Et ça court de quand à quand à peu près sur une saison? Généralement, c'est 15 octobre, 15 mars. D'accord. Avec un peu de plus ou un peu de moins suivant la météo et la météo. Et là, donc, on est début septembre. Il y a eu un gros swell, enfin, un premier gros swell fin août. HBO a pas demandé que vous commenciez plus tôt ou des choses comme ça? Non, pas pour le moment. Par contre, ça veut dire que pendant toute cette période-là, je sais pas, ça doit faire 5 ou 6 mois entre octobre et mars, tu dois être, toi, full à dispo pour le projet, quitte à devoir partir. Je crois que c'était déjà arrivé de partir, genre les 10 c'était à Noël ou un truc comme ça. Ouais, Mavericks, tu vois, il y a eu des trucs comme ça. Ouais, voilà. Il y a eu des trucs où tu es le 24 décembre chez toi, et tu dis à ta fille que tu vas faire Noël avec elle, et en fait, non. Parce qu'il y a du swell et que c'est ton travail et que ça sera pas demain, quoi. Ouais. Donc, tu prends tes clics et tes claques
et tu t'arraches. Donc oui, il y a plein de trucs cool, mais c'est dur aussi. Tu vois, il y a des fois, il y a des moments qui sont compliqués, quoi. Mais bon. Et quand t'as un peu de visibilité sur le fait que à Nazaré, il va pas y avoir de swell pendant plusieurs jours, quoi. Toi, t'as le temps quand même de remonter ici ou t'es basé là-bas, quoi qu'il arrive, tout l'hiver? Généralement, on fait 20 jours là-bas, 10 jours ici. Ah ouais, ok. C'est un peu ça le rythme, tu vois. Suivant, toujours pareil. Le swell, s'il y en a un qui est malade, ou s'il y en a un qui part à l'autre bout du monde, qu'il faut. Enfin, il y a rien qui est fixe, en fait. Rien n'est jamais fixe. Oui, parce que en plus, quand tu dois revenir, tu dois aussi checker ce qui se passe un peu dans le Pacifique, savoir si tu vas pas devoir partir Ouais, tu à checkes plus ou moins Jaws ou tout à le temps. Mavericks. Ouais, tu checkes plus ou moins tout le temps. Ouais. Et sur HBO, du coup, là, il y a plusieurs strike missions qui sont essentiellement basées dans l'hémisphère nord. C'est qu'il y a pas mal de gros swells aussi dans l'hémisphère sud. Pour l'instant, c'est pas dans le loop d'aller chasser ces swells plus hémisphère sud. Ce qui augmenterait ton contrat, du coup, à 12 mois sur 12. Ouais, je deviens chinois après, quoi. Non, mais bon, je sais pas du tout ça, tu vois, le storytelling et tout ça. C'est Chris, c'est le directeur qui le fait. Moi, je suis pas dans ces papiers-là, quoi. Et donc, raconte-nous un peu Lady Eiko 2023 et après 2024. Déjà, c'est hyper rare d'avoir deux Lady Eiko coup sur coup d'une année à l'autre. Ouais. Et toi, t'es sur les deux et il y a eu des vagues complètement barjots. Ouais, En 2023, et- c'était complètement dingue. Et Justine, les surtout, deux. qui a sorti son épingle Les du deux. jeu. Ouais, bah, franchement, c'est hallucinant. Ouais, AB, enfin, toi, t'as déjà été, toi aussi, je pense. Ouais, mais j'ai pas vu marcher gros comme Rémi l'a fait. Moi, la première année, là, moi, je l'ai vu la veille avec Lucas. Ils ont des images de ça. C'est un lac, quoi. Il n'y a pas du tout de vagues. Et l'autre, il est assis sur le sable, tu vois, tout connement, hein, un plan tout bête. Hein. Mais tu vois, la mer, c'est un lac. Et le lendemain, c'est les images que vous avez vues. Et genre, c'est hallucinant. La baie, elle close. Enfin, les vagues, c'est. Ouais, ça fait peur, quoi. Et l'ambiance aussi, ouais. Toute la route est blindée. Tout. Ah ouais, mais ça, pour moi, c'est un calvaire. Moi, j'y vis pas yippee faire des saucisses, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Du coup, c'est un peu chiant. Mais oui, l'ambiance, c'est le Super Bowl. C'est fou, les mecs qui campent 3 jours avant. Il y a, je sais pas, 10 000, 15 000, 20 000, je sais pas combien de personnes. Il y a des gens dans les arbres et tout. Enfin, c'est fou. C'est limite dangereux en plus. Hein. Il y en a, ils se Ouais. rapprochent un Et peu puis, trop près. ouais, il y a plein de touristes en plus. Tu vois, qui captent pas que là, quand le 7 y rentre, mon gars, l'eau, ça va monter. Et du coup, ouais. Bon, après, c'est rien de grave, mais ouais, c'est une ambiance spéciale. Moi, j'avais déjà fait une fois, Lady Aiko, j'avais fait la cérémonie avec Tika. Avant, des années avant. Et la cérémonie, c'est un truc de ouf, quand même. Ouais, c'est puissant. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois, je sais pas, moi, j'étais pas habitué trop à aller à Hawaï. J'avais été 2-3 fois, tu vois, mais j'avais jamais vu vraiment, tu vois, les mecs. Mais là, tu le sens, la puissance de leur peuple et tout. Enfin, je sais pas. T'as le bisou sur le front. Ouais, je sais pas, tu vois, ils boivent leur truc et tout. Je sais pas, il y a un mysticisme qui est cool. Qui est cool et qui sont leurs racines, tu vois. C'est un peu comme nous au Pays Basque, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est millénaire, les traditions. C'est ouf. Et la fameuse session à Cortes Bank, elle arrive à peu près au même moment, à quelques jours près. C'est juste avant. C'est juste avant. En fait, si tu veux, on a le col de Lady Eiko. On part à Lady Eiko. Au milieu du trajet, on a un message comme quoi Lady Eiko, c'est cancel. Ah, voilà, c'est ça. Et là, du coup, dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, et en fait, Gareth avait prévu sa mission. Mais vu que les autres allaient à Lady Eiko, lui, il allait à Cortés, tu vois. Et du coup, on s'est greffé au projet, quoi. Et on peut préciser ce que c'est Cortes Bank pour les gens qui connaîtraient pas. Alors, Cortés Banks, c'est le spot ultime, en gros, j'ai envie de dire. De grosses vagues. De grosses vagues. C'est le plus hostile. C'est le plus loin que tu peux aller. C'est aller sur la Lune, quoi. Justine, elle dit ça dans l'épisode, mais je trouve que c'est une très belle image. Parce que t'as l'impression de partir sur la Lune. Tu pars avec une espèce de chalutier tout pourri, tout rouillé, avec une grue dessus, 9 jets, les meilleurs surfeurs du monde. Nous, on a dormi moi, j'ai dormi sur le deck, quoi, sur le ponton, à côté des jets, comme ça, avec Lucas, parce qu'on n'était pas invités, normalement, tu vois, les places étaient prises, il y avait la safety et tout dedans. Ils ont laissé une place à Justine, quand même, parce qu'elle était, quoique. Je crois que Justine, elle a dormi dedans, là. Mais sinon, c'était une aventure. Ouais, tu sors de San Diego avec les buildings, les lumières, et toi, tu te dis. C'est en pleine mer et des dizaines de kilomètres. Ouais, c'est 160 km, je crois. Ouais, voilà. 160 ou 170 km de la première. Au large. Ouais, de la première côte, ouais. Ah ouais.
Il faut un peu de logistique là pour aussi se passe quelque chose. Faut être sûr de ton coup, quoi. Ouais. Ouais, d'une part, ouais, quand t'as Tu te prendre un pars pas fly. avec des coiffeurs, quoi. Et du coup, c'est Bill Sharp avec Garrett et les gars de la prod, tu vois, qui ont monté ce projet-là. Rien que là, par rapport au budget annuel de la saison, là, c'est une grosse partie du budget qui est mise sur une seule. Ouais, une sur seule un session. gros coup, ouais. Ouais. Oui, mais bon, après, regarde, tu vois, vu comment on a scoré, Oui, ouais, là, vous vous y retrouvez largement. ben, je pense. Moi, Ouais. j'en sais rien, tu vois. Moi, je suis vraiment la dernière roue du maillon, mec. Hein. Moi, je sais pas combien ça rapporte, j'en sais rien, tu vois. Tout ça, ça me regarde pas, en fait. Moi, on me file un contrat, on me dit de filmer, je fais mon boulot le mieux possible. C'est déjà pas mal. Mais oui, je pense que c'est un gros budget, ouais. Là, tu dis qu'en fait, les Beat Sharp, enfin, je sais pas qui est mec qui gérait cette expédition, mais peu importe, Ouais. t'as pas le droit à l'erreur, comme tu dis, de te prendre un fly si t'arrives là-bas Ouais, c'est sur compliqué, place ouais. trop tard. C'est compliqué. Ouais, Après, ça fait partie du jeu, malheureusement. oui. C'est ça qui est beau dans notre sport, tu vois. Dans le surf, c'est ça qui est beau. Et donc, Quand tu scores, c'est pour ça que t'as ce mot-là, scorer, quoi. Ouais. c'est vrai. Tu vois, quand t'arrives, que tu vois des vagues de... Enfin, moi, ça m'est pas arrivé 100 fois dans ma vie, quoi. Et ça fait 15 ans que je les traque. Et là, t'arrives là-bas Du au coup, petit c'est assez réveil, exclusif, tu vois. lever du jour sur ce truc-là. Là, c'était ouf. Là, on s'est réveillé par les lions de mer, les Sea Lions. Ils aboient à moitié, tu vois. Ils aboyaient en bas de la coque. Parce qu'on est arrivé un peu tôt. Du coup, il s'est mis au large. Il a jeté l'ancre, le capitaine. Et moi, j'étais avec Chumbo, tu vois. Et il y avait un truc qui aboyait dans l'eau. Moi, j'avais jamais vu ça de ma life. Et là, ouais, ciel rouge. Ouais, c'était pas un souffle de vent. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie sur l'océan. C'était dingue. Pas un souffle de vent toute la journée. et là, tu te rends compte de la taille déjà des vagues. Tu vois les vagues. Bah, t'es loin, mais tu captes qu'il y a un truc qui se passe, ouais. Tu vois que l'océan, là-bas, il creuse, quoi. Il y a un truc qui... Enfin, ouais. Il y a un truc. Ouais, parce que le bateau, il est amarré quand même. Ouais, il est un peu loin, ouais. Tu vois, il est dans une zone safe. Après, il s'est rapproché, tu vois, quand il avait bien la lumière du jour. Mais au tout début, t'es loin, quand même. Nous, on était loin. Et ouais, c'était un moment mystique. Enfin, ouais. De partager ça, tu vois, avec Vince, avec... ouais. C'était qui le crew? Sur notre bateau à nous, Ouais. il y avait Coty, il y avait Garrett, Nicole McNamara, il y avait Younes Kader, le caméraman de Lucas Chumbo, il y avait Will Scuddin, il y avait Drake, un pote à nous, il y avait 2-3 rescues de Mavericks, c'est un gars de Mavericks, Drake. Et les autres, je me rappelle plus leur nom. Il y avait Laurent Pujol qui était là. Il y avait Laurent aussi Ouais. qui était là, clairement. Qui c'est qu'il y avait après? Et après, il y avait des pilotes de drone aussi. Il y avait d'autres après. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc en caméra, il y avait vous Pedro, étiez il y avait Pedro Bala, c'est que celui qui a 4. fait la photo de l'affiche. D'accord. Tu vois, de l'épisode où t'as Coty dans le tube. D'accord. C'est Pedro Bala qui a fait cette photo. C'est un photographe de San Francisco. Ok. Et t'as Allez, dit, check, il est fort. sur notre bateau, c'est-à-dire qu'il y avait un autre bateau. Ouais, il y avait un autre bateau, ouais. Et c'était qui? C'était un bateau de la prod ou c'était Ouais, une autre ouais, mission? c'était un autre bateau de la prod. Et il y avait aussi Nick Vandrup qui était dessus. Il y avait Nick, il y avait Justine et Fred aussi. Ouais. Qui c'est qu'il y avait d'autre après? Ouais, je pensais pas mal déjà là. Ouais, Et- ça commence à faire et- déjà. Ouais, ça Rôtisson. fait une petite équipe, quoi. Quand tu scores des vagues comme ça, c'est complètement historique. Tous ces riders, ils ont ils ont pas mal de sponsors. Ouais. Il n'y a pas des conflits d'intérêts en mode ouais, je veux l'image, Ouais, je veux mec, le truc. Non, mais là, mec, c'est l'expérience de ta vie. Et c'est l'aventure de Garrett. Donc t'arrives, c'est Garrett, mec. Bah, Du coup, Garrett à la prio. Enfin, tu vois, toi, t'es là, tu prends les miettes, quoi. Non, mais je parle. Par exemple, tu as shooté la vague de Justine qui était Ouais. grosse. Tu vois, Justine, elle est chez Red Bull, elle est chez Adidas, elle est chez Manera. Une fois qu'il y a cette vague qui sort, tu vois. La prod, ils s'en foutent, en fait. Hein. Ah ouais, Ouais. l'image, tu peux la Ouais, vendre à quelqu'un franchement. d'autre. On la vend pas, on la donne aux athlètes, généralement. Ok. Ouais. Très souvent, c'est arrivé qu'on file les images aux athlètes, tu vois. Parce que la base du show, c'est vraiment le storytelling, tu vois. L'action, dans tous les cas, bon, là, Cortez Bank, c'était un peu exclusif. Mais souvent, très souvent, l'image, elle sortira quoi qu'il advienne, tu vois. Mais je crois que c'est Vincent qui disait qu'en plus, je crois que ça doit être les pilotes de drone qui avaient airdroppé un peu trop vite. Enfin, les Ouais. trucs avaient Il- fini sur Insta un peu trop vite. Ah bah oui. Et ce qui aurait peut-être pas dû être le cas à la base. Et qu'en fait, finalement, ça Ça s'est fait on tellement les a vus vite très et vite. tout. Mais Ouais. ça a été un coup de projecteur incroyable sur la saison. Et je pense que la saison 3, ça fait 2 ans que les gens attendent attendent De l'avoir pour ça, tu Ouais, crois? c'est ça. Peut-être. Je sais pas, moi, je me place pas, tu vois, comme un gars qui attend les trucs comme ça. Je le vis, du coup. Bah, moi, l'épisode, je l'attends. Il me tarde de voir ce que Chris a fait avec, et ce que Vince, et ce que l'équipe a filmé et tout, de voir comment c'est monté et tout ça. Mais après, l'histoire, je la connais, je l'ai vécu. Donc, Ouais.
Et tu regardes tout, justement? Tu regardes toute la série? Ouais, carrément. Et des fois, t'es déçu par rapport à toi, ce que t'as vécu, ce que t'as Non. ressenti comme émotion. Tu trouves que c'est bien? Non, bien mais il y a des pensé? trucs, des fois, tu les as pas vus comme ça, ou toi, tu les as pas vécus, c'est quelqu'un d'autre qui les a filmés, tu vois. Et du coup, j'apprends des choses, des fois. Et toi, Parce sur qu'on des passe trucs pas que notre t'as vie à se filmés, raconter ce qu'on a filmé non plus, tu vois. Ouais. toi, sur des trucs que t'as filmés, t'as des interprétations, tu dis, ah, c'est différent, je l'avais pas vu comme ça. Ouais, ou moi, c'est plus, je suis deg, tu vois, quand il y a des shots que j'aurais pu être plus stable, ou tu vois, que tu sais que c'est le tien, et tu vois, et le point, il couille un peu. C'est plus ça, tu vois. Oui, ça, c'est du perfectionnisme. Mais je parlais plus sur le Ouais. storytelling. Sur, Ouais, c'est compliqué d'apprendre un truc à un mec qui s'appelle Chris Smith, quoi. Et moi, quand je vois, je suis stupéfait par ce qu'il arrive à faire. Nous, on l'a en face des yeux depuis 15 ans, personne l'a jamais fait. Ouais, enfin, tu vois, et à un moment donné, tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est la réalité. Le mec, c'est un tueur en storytelling. Il est trop fort. En narration, il est trop fort. Et en interview assis aussi, tu vois, aller chercher ce qu'il veut chez les gens. Et Parce que voilà. toi, tu fais des interviews, parfois, tu es seul derrière le trépied avec le personnage, mais aussi Ouais. des fois, en fait, il y a lui ou même Vincent qui sont là. Tu vois Ouais. la différence, enfin, justement, comment les interviews peuvent être menées. Ah, mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Au début, tu vois, on faisait les interviews avec Chris en visio. C'est lui qui les faisait directement. Après, c'est Vince quasiment qui fait tous les interviews avec Alex. Quasiment Ok. eux qui font tout. Quasiment, tu vois. Moi, j'en fais quelques heures, mais c'est rare. C'est vraiment rare. C'est plus eux. Mais oui, moi, j'ai pris des leçons. Je prends des leçons par le mec. C'est pas pour. Enfin, il est très, très fort. Mais, Très, très fort, quoi. sans rien dévoiler, je sais que Vincent nous avait montré justement un exemple de feuille, en fait, de document d'interview. Ouais. C'était un truc de dingue avec Ah, les ben oui. questions, les sous-questions, les Ah, codes ben couleurs oui. et tout. C'est pas notre préparation d'aujourd'hui Ah, ben avec toi, non. quoi. Hein. Ben non. Ben non, non, non. Mais après, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs documentaristes du monde. Ouais. Et voilà. C'est parce que le mec, il est psycho. Il est psycho, il est fort. Tu vois, il sait où prendre, quoi, comment, pourquoi. Il sait qui doit mettre le doigt, comment le faire monter. Ouais, voilà, il y en a pas 36, quoi. Ouais. Donc oui, forcément, t'apprends plein de choses. Tu vois, sur les cadres et tout, il est hyper relou. One inch, c'est une blague qu'on fait des fois. Mais... Ah, il est vraiment à ce niveau de précision Ouais, dans un cadre. ouais. Ah oui, oui. C'est la précision extrême. et du coup, tout ce que t'apprends avec lui, j'imagine que ça te sert dans les autres, Ah ben aujourd'hui, c'est devenu ma jobs. base. Ouais. C'est pour ça qu'avec Damien, tu vois, ça s'est méga bien passé. Parce que j'ai un niveau d'exigence, tu vois. Si je applique ce qu'on me demande pour mon travail d'HBO, ben voilà. En fait, c'est le B à bas du haut niveau, quoi. C'est tout. Ouais. Mais Belle aujourd'hui, formule, pour ça, moi, le c'est, BABA du haut enfin, tu vois, niveau, c'est j'aime comme bien. quand tu vas à l'école, quoi. Tu vois, vous avez fait des études, au début, t'es pas organisé, au bout d'un moment, t'arrives à l'être, quoi. Et quand tu l'es, ben, tu vas pas redevenir désorganisé, t'es pas teubé. Du coup, tu l'appliques à tout. Moi, je l'applique à tous mes projets, ces méthodes de travail, les cadres, les trucs, les machins, tous les trucs techniques. J'essaye de l'appliquer, ouais. Donc, résultat des courses, un Emmy Award l'année dernière pour le Outstanding Cinématographie. Ouais. Raconte-nous comment ça se passe. Ben, ça se passe qu'on est en plein milieu de la saison, déjà. Donc, on est à moitié oublié avec Alex. Parce que nous, on habitait ensemble avec Alex Lesbat. À cette époque-là, on habitait ensemble, d'ailleurs. Et du coup, ben, les Emmy étaient décalés, en fait. À cause des grèves à Hollywood. Tu vois, normalement, c'est en septembre, comme là. Et là, c'était en janvier. Et du coup, ben, nous, on était au milieu de la saison, quoi. Donc, quand tu charbonnes, enfin, tu penses pas à ça, quoi. Donc, tout s'est fait au dernier moment. Vraiment, quoi. Là, tu reçois un coup de téléphone. Mais non, j'avais déjà tout, mais en fait, j'étais pas sûr de pouvoir partir parce qu'il y avait un swell. Et si j'y allais, j'y allais et je revenais, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'était J'ai costard. été costard, 72 heures sur place, même pas. Ouais, 48 heures sur place. J'étais un costard à Lisbonne comme un cassos. Mais c'est vrai, les mangas, c'était la guerre. J'avais rien. J'étais à Lisbonne, je pouvais pas revenir en France. T'as toute ta vie en France. Tu vas au EMI, il faut être un minimum bien habillé. Enfin, tu vois, t'as pas le choix. Tu cherches le magasin de costard à Lisbonne. Tu vas à 2000, et voilà. Mais après, l'expérience était dingue, ouais. Et Ah, c'est dingue. ça a changé quelque chose dans ta carrière d'avoir cette récompense? T'as plus de contacts, t'as plus de gens qui Non, t'appellent? plus de crédibilité, je pense. Si je devais dire un mot, tu vois. Plus de crédibilité aux yeux des gens. Parce que c'est la première chose que des gens te demandent. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai gagné un Emmy. Voilà.
Oui, ça pèse un peu sur le CV, c'est pas mal. Ça pose et ça pèse. Ça aide, tu vois, alors que je suis pas meilleur aujourd'hui que hier, hein, tu vois. Mais oui, c'est comme tout. C'est comme un joueur de foot. Hein. Tu gagnes la Champions League ou la Coupe du Monde. Tu fais partie des mecs qui ont gagné la Coupe du Monde, quoi. Par contre, vas-y, raconte-nous, vous êtes là-bas, vous êtes en compétition avec les meilleures séries de la planète, les meilleures... Moi, je pensais qu'on allait perdre. Moi, je pensais qu'on allait perdre, clairement, parce qu'il y avait un film de James Cameron. Ça s'appelle The Elephant. C'est des éléphants comme jamais tu les as vus. Et c'est magnifique. Et bon, c'est James Cameron, quoi. Le mec, il a fait Titanic. Ouais. Enfin bon. Toi, t'arrives, enfin bon, ok, ouais, c'est cool, hein, on filme du surf. Mais bon, c'est James Cameron, quoi. Et donc, comment ça se passe? Ben, méga la pression, quoi. Méga la pression, parce que moi, je suis pas du tout habitué. Comme je t'ai dit, je suis né au milieu des usines avec des gens qui ont pas d'argent, quoi. Et du coup, me retrouver, tu pars là-bas, t'arrives, méga hôtel, méga truc, tapis rouge. Moi, enfin, tu vois, il y avait des stars, moi, je les connais même pas, quoi. Je sais même pas qui sont ces gens-là, enfin, tu vois. Et tu te retrouves là au milieu, et ouais, t'attends la guillotine, quoi. T'es assis dans ton siège, t'es là en costard, qu'est-ce que je fous ici? Ouais, moi, c'était un peu, ouais, Raconte irréel, quoi. le moment où justement t'es assis dans ton siège et t'entends le nom de la série. Ah, tu te mets une grosse montée, ouais. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. C'était une nana, je pourrais pas te dire qui était la nana. Et voilà, il monte les 5 nominés, tac, 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 tac. Et après, il y a un nana, elle ouvre l'enveloppe et elle dit, ben voilà, et le Emmy go to the team off. Et là, elle fait un blanc, quoi. Mais elle fait un blanc qui, pour moi, a duré mais 3 heures. En fait, qui a dû durer, je pense, 2-3 secondes. Et là, elle dit, one another foot wave. Et là, laisse tomber, t'exploses, quoi. Moi, sur le coup, tu réalises pas, sincèrement. Tu te lèves, t'as une caméra devant la gueule, tu marches. Moi, j'étais avec Alex et Vince, tu vois. Et du coup, tu marches, t'es là, c'est vraiment en train de se passer, là. On vient vraiment de gagner un Emmy, quoi. Ah, devant toute l'industrie du ciné de là-bas, quoi. Ouais. Et ouais, Chris a fait un super discours où il nous a remerciés, tu vois. Ça c'est touchant aussi, tu vois, que le mec, tu vois, il a dit que nous, on dédiait 6 mois de notre vie à ça, quoi. Ouais. Ce qui est vrai. Tu vois, ma fille, sur les 4 dernières années, 6 mois de l'hiver, je la vois quasiment pas, quoi. Donc oui, on gagne des Emmy, mais à quel prix, tu vois? À quel prix aussi, tu vois? Il y a plein de gens qui le feraient pas. Même, et puis ouais, c'est un moment que t'oublies pas, quoi. J'oublierai jamais ce moment de ma vie, c'est impossible. Tu peux pas. Et puis moi, je suis avec 2 de mes meilleurs potes sur scène, avec un ponte du documentaire. T'es là, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire des photos avec Romain, jamais je t'aurais cru. Jamais. Impossible, c'est pas possible. Donc ouais, c'est un moment particulier, même si moi je l'ai jamais fait pour ça, tu vois. Ni Vince, ni Alex. Déjà, quand Ni tu filmes Laurent, de surf, quand tu commences à filmer du surf, tu te dirais jamais que tu vas être nominé sur un documentaire Jamais. de dingue. Jamais, mais même de travailler pour une production comme ça, même d'évoluer avec des gars comme Vince. Et moi, au tout début, mec, ouais, je me disais, je peux essayer d'en vivre, mais ça va être méga dur. Essaye de vivre tes rêves, mais rêve pas trop quand même. Mais tu vois. Et ça met la pression finalement d'avoir un truc comme ça, parce que ça veut dire qu'il faut faire au moins aussi bien, sinon mieux, les saisons suivantes. Ouais, ça, ouais. Mais après, tu vois, nous, on se perfectionne tous les jours, en fait. Du coup, tu le vois, qu'on progresse sur les images, ça se voit. Ouais. Du coup, moi, c'est cool pour moi, c'est un entraînement de dingue. Ça te fait step up de dingue. Donc oui, t'as de l'exigence, mais en fait, tu t'y habitues à cette exigence. Tu vois, petit à petit, ça devient en fait, c'est ta routine, quoi, d'être aussi exigeant. Du coup, c'est plus de l'exigence. Tu vois le délire? Ouais. L'exigence, c'est quand tu te dis, putain, il faut que je fasse bien. Là, tu le sais qu'il faut que tu le fasses, tu sais le faire, tu l'as fait 1000 fois. Tu le fais, quoi. Ouais. Et des fois, tu te rates, hein. Des fois, tu fais des couilles, hein. Mais bon, sur la quantité de trucs. Et donc là, aujourd'hui, on est le 5 septembre. Ouais. Demain, c'est le 6. Ouais. Tu pars, justement, tu prends l'avion. Ouais. Si vous êtes nominé une seconde, donc le documentaire est nominé une 3e fois, mais pour toi, c'est la seconde. Pour moi, c'est la seconde, ouais. Et tu l'appréhendes comment? Mais tu sais quoi, je pense qu'on a déjà gagné, tu vois, d'être renommé. Je sais pas, d'être nominé quand même dans les 5 derniers à la fin, tu vois, c'est déjà énorme. Voilà, après, oui, ça fout la pression, mais ouais, je sais pas, je travaille pas, tu vois, j'y vais en vacances. Déjà, c'est cool, je vais rester plus de 72 heures. Ouais, tu as profité un peu. Ouais, tu vois, parce que ouais, la dernière fois, je te dis, on a levé le trophée à 20h, à 3h du matin, j'étais dans un taxi pour reprendre l'avion, quoi.
Ah ouais, t'as même pas fêté le truc. Ah ou quoi non, que ce non, soit. non, si, franchement, on a bu 3 coupes de champagne, tac, 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 ciao, allez, à demain, ciao. Chut, remonter dans l'avion. Ouais, parce qu'en plus, pour toi, ça peut être aussi l'occasion de faire des contacts avec une industrie du cinéma Oui, ou complètement. serrer des pinces. Enfin, Ouais, le job, à la c'est base, aussi ça. c'est aussi ça, clairement. Mais ouais, pas eu l'occasion de faire ça la dernière fois. Donc là, tu vois, c'est cool. Je peux y aller avec ma copine Alexandra, tu vois. Et, on va pouvoir passer une semaine chez un pote là-bas. Enfin, si ça se passe bien, c'est des belles vacances. Et puis même si on perd, tu vois, bah, t'y vas pas pour perdre, jamais. C'est celui qui dit qu'il y va pour perdre. Il a rien à faire là, j'ai envie de te dire. Les jeux sont faits. Là, t'y vas pour Ah voir oui, le oui. résultat. Les jeux sont faits. Ouais, clairement, ouais. Les jeux sont faits, les ventes sont finies, là, y a plus rien à faire. Bah, ouais, du coup, ouais, comme disait Rémi, quand l'épisode sortira, forcément, vous connaîtrez les résultats et Ouais. on partagera ça. Mais voilà, si on souhaite évidemment le meilleur. Merci. Il y a autre chose dont on voudrait parler, c'est qu'en parallèle de ces émissions là, des mois que tu passes à Nazareth, ça fait quelques années que tu travailles aussi pour la télé, Ouais, j'ai dans fait un 2-3 registre qui trucs, est ouais. complètement différent. Est-ce que tu le fais encore d'ailleurs? Je sais pas, mais Ouais. En fait, j'ai des potes à moi, j'ai de la chance, j'ai 2-3 potes à moi qui sont bons vraiment, tu vois. Un d'Anglette avec qui je travaille souvent, qui s'appelle Christophe Alonso, ah ouais, qui a travaillé pour Trax pendant 15 ans. Ouais. Et qui est quelqu'un de très intelligent et qui crée des documentaires pour Enquête Exclusive et plein d'émissions comme ça. Et du coup, il m'a amené sur quelques missions avec lui, ouais. Des trucs très très chauds. Ouais, c'était un peu chaud, ouais. Ouais, c'était un peu chaud, ouais. Ouais, on a fait un truc qui s'appelle La route de la drogue pour Enquête Exclusive. Donc, on est parti de Rotterdam, ou Amsterdam même, Amsterdam. Et on est arrivé jusqu'à Lille, quoi. On a retracé la route de la drogue. Donc, de la weed, de la cocaïne, et voilà. Du Et coup, c'était quoi ton taf? Tu suivais des flics ou tu suivais j'ai fait les deux. des dealers? J'ai fait les deux, ouais. Mais sauf que les dealers, il faut aller les chercher dans la rue, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est que tu peux pas arriver. En fait, t'arrives pas dans un commissariat de police, tu te dis, lui, c'est un dealer, vas-y, va négocier avec lui. Ça marche pas comme ça. Il faut les trouver, les gens. C'est ça qui est dangereux. En fait. Donc il t'envoie au charbon, tu débarques, tu vas voir le gars, tu veux te ben faire moi, filmer, comment ça se passe? Non, les vraiment dangereux, tu mets une caméra sur toi. Le gars ne sait jamais qu'il est filmé. Jamais. Mais donc comment tu l'abordes? En fait, tu débarques comme ça. Tu débarques et tu vas chercher de la dope, quoi. Ouais. Tu fais le gars qui est un client lambda, quoi. C'est aussi simple que ça. Après, c'est pas très compliqué. C'est les mecs qui t'arrêtent sur l'autoroute pour te vendre de la dope en Hollande. Avec des panneaux comme ça. C'est pas très compliqué d'en trouver. Mais ce qui est compliqué, c'est de s'organiser pour les filmer, pour arriver à avoir une discussion. Et là, Storytelling, encore une fois. et là, ouais, justement, comment tu arrives à mener la discussion pour que lui, il te grille pas, que tu arrives à obtenir les infos plus ou moins. Tu sais les infos que tu veux obtenir déjà quand tu y vas? Bah ouais, moi je suis un client de base. C'est du commerce. Tu veux savoir quoi? D'où ça vient? Combien ça coûte? Où c'est qui peut te livrer? Ah, t'es pas en client occasionnel, t'es genre en mode dealer grossiste, Ouais. tu veux acheter une quantité Ouais. importante. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça se fait pas sur le trottoir. Non, à Breda, on a fini dans un appart avec des crackers. Ouais, avec le gars est venu et tout, un énorme dealer pour combien? 3 kilos de weed, je voulais l'acheter. Et voilà, et à la fin, je lui dis, je te rappelle demain, et à jamais, quoi. Mais là, t'as quand même le plus gros risque, c'est que les mecs grillent que t'es équipé. Ouais. Ça peut arriver ou c'est juste Ah bah ouais, impossible. si tu fouilles, c'est foutu. Et là, toi, tu sens la pression ou non? Tu peux pas, de toute manière, la montrer, tu peux en pas tout cas. flipper. Non, moi je la sens pas trop, tu vois. Franchement. Hein. Et c'est un trait de caractère chez toi, de manière générale. Ouais, plus c'est la pression, moins j'ai la pression. Alors que je peux m'énerver pour des trucs à la con. Alors que quand tu joues vraiment ta life, bah tu vois, après j'ai fait des trucs stupides hein, avec les flics. Hein. Avec les flics, j'ai fixé un mec et tout. Un gros mec, quoi, qui avait décapité des gens. Enfin, tu vois, moi je suis parti 1h30 en voiture avec lui. Là, j'avais pas de caméra sur moi. C'est-à-dire fixer des gens, ouais, dis-nous Ben, en fait, ils avaient un surnom, un numéro de téléphone, ils avaient jamais vu le mec. Ils avaient chopé un gars qui balançait, tu vois, des balles de tennis dans les prisons. D'accord. Et le gars, il était en libération, je sais plus quoi, là. Bref, il était dehors, mais pas vraiment dehors. Pas vraiment dehors, tu vois. Et en gros, il prenait genre 5 ans ou 6 ans, et du coup, il fallait qu'il lui balance un mec, quoi. Mais pour fixer ce mec, il fallait un acheteur, quelque chose, parce que le gars, sinon, tu le renvoies à la guillotine, quoi. Et moi, j'ai fait l'acheteur du Pays Basque. Ouais. Donc là, les flics, ils t'équipent et ah non, mais là, ils m'équipent rien du tout. Là, tu vas pas du tout avec un micro, rien du tout. Mais j'ai juste été le voir, le mec. Mais sauf que les flics, ils étaient autour de moi et que le gars, ben, c'est un fugitif. Donc,
Il était avec une voiture de ouf, il a fait bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, 280. Oh, ben là, t'es tout seul, mec. T'étais avec lui dans sa bagnole? Ouais, moi, j'étais dans la voiture, ouais. Waouh. Ouais. Et donc là, tu parles avec lui, il faut que tu fasses. T'es un acheteur, quoi. Tu joues le rôle. Exactement. Mais oui. Oui, c'était. Et justement, quand il part à 280 pour semer qui que ce soit. Bah, tu réfléchis, quoi. Tu te dis pourquoi je suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait. Mais après, moi, je savais pas qu'il avait décapité des gens encore. Ah, c'est bien, ça vaut mieux le savoir après. Ouais. Mais quand je suis revenu au commissariat, les mecs, ils étaient blancs comme des linges. 13 flics. Les meilleurs stupes de France. Quand ils ont pris la photo, qu'ils l'ont scanné, qu'ils ont vu que j'étais avec ce gars-là, ils se sont dit, voilà, s'il lui arrive un truc, c'est JT, quoi. C'est JT de TF1. Et ils l'ont chopé finalement après? Ouais. Ce jour-là? Non. Non. Mais comment tu t'es retrouvé dans cette position à faire ça? Parce que parce que moi, je suis un joueur. filmeur, tu vois, et t'es pas un indique normalement, c'est quoi? Mais je suis joueur, et puis je suis joueur. Je suis joueur, et puis je négocie avec eux, tu vois, qui m'amènent. Les flics, ils voulaient pas m'amener au début avec eux, mec. Au début, les flics, c'est pas des potes, hein. Ah, d'accord, ouais. Toi, t'avais ton docu mec, à mener, en fait, lui... c'était un levier pour toi. Ah ouais. Ben ouais. Toi, le but, c'est de casser la glace, tu vois. Et puis, j'avais la tête de l'emploi. C'est comment dire, hein, mais. Je me vois arriver avec ma petite tête, ma petite casquette, ça passe nickel. J'ai pas une gueule de journaliste, quoi. Oui, et pas une gueule de stup non plus. Non plus. Donc, mais ouais, ça c'était une expérience de fou. Mais on a fait des trucs de fou. On est rentré dans une tour, ça s'appelle la Tour de la Mort. Ils ont explosé je sais pas combien de portes, genre sur 15 étages. Mais voilà, t'es gilet pare-balles et c'est parti. Et toi, t'es là derrière, tu les filmes. Moi je suis derrière, c'est parti, mec. Full action. Full on. Excellent. Ouais, puis des trucs rigolos aussi, tu vois, faire des planques. Je leur expliquais comment ça marchait les boîtiers. Ils avaient du matos de ouf, ils arrivaient pas à faire des photos nettes. Mais ouais, mais c'est pas leur job, c'est des stupes. Oui, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, tu peux pas être bon partout, quoi. Mais c'était rigolo, ouais. C'était rigolo. Et du coup, tu te tiens le doigt sur la couture quand t'es avec les flics ou ça peut se lâcher un peu? Tu peux rester à peu près qui tu es? Ah bah là, pour le coup, j'avais pas le choix. Là, les mecs, ils arrivent, ils connaissent tout sur toi. Ah, ils se renseignent, tu veux dire, avant? Bah, tu rentres pas, mec. C'est le commissariat de Lille, c'est le deuxième le plus gros d'Europe. Tu rentres pas avec la brigade de stupes où les mecs ils se tirent à la Kalachnikov dans la rue. Comme ça. Hein. Tu fais un dossier, t'as une autorisation. Et eux, ils ont des espèces de police des polices, tu vois, pour la communication. Ouais. Et du coup, c'est eux qui donnent une accréditation. Et, enfin, ça se fait pas comme ça, mec. Hein. Ok. C'est comme, tu vois, là, je bataille pour aller filmer dans un sous-marin nucléaire. Et là, c'est pareil, mec. Ouais, là, c'est encore plus sensible comme truc. Mais là, mec, déjà, pour parler que j'ai le nom de la meuf qui s'occupe de ça, déjà, c'est ouf. Enfin, tu vois, c'est les trucs les plus fermés que tu peux avoir, quoi. Ouais. Parce que c'est la sécurité nationale, mec. Et là, il y a vachement d'adrénaline dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'excite le plus, du coup, dans ton métier? C'est d'aller filmer ce genre de mission ou de filmer Nazaré ou faire un documentaire sur Nazaré ou autre vague gigantesque? Le surf, tu vois, j'en ai fait un peu le tour maintenant. Moi, je veux vraiment faire du documentaire, quel qu'il soit, en fait. Si l'histoire est bonne, on peut faire du skate, du surf, de la bouffe. Je sais pas, de la géopolitique, n'importe quoi, tu vois. Mais j'adore la géopolitique. C'est Damien, il m'a filé son virus depuis qu'on a été en Ukraine. Ça te marque un peu. Ouais, ça, on va en parler justement, et ça allait faire la transition justement entre les deux sujets, parce que dedans, en fait, Damien dit que quand il t'appelle pour te proposer de le suivre en Ukraine, ouais. Toi, t'es déjà là en immersion, t'es avec des hooligans. Ouais. Vas-y, raconte tout ça quand même. Mais pareil, c'est pour mon pote Christophe Alonso. C'était pour une émission, pareil, dans le style d'enquête exclusive. Et il faisait un dossier sur les hooligans en Europe, parce que je sais pas si vous savez, mais tu sais combien il y a de clubs qui ont pas de COP d'extrême droite en Europe, dans le foot? J'imagine très peu, vu ce que tu vas nous dire. Un. Wow. Sérieux? C'est lequel? Ouais. Mérite... Devine. OM? Bien sûr. Ah ouais. Okay. Bien sûr, il y a que des Arabes dans les tribunes, ils vont pas voter extrême droite. Mais c'est quand même hallucinant. Ah ouais. Et du coup, lui, il a fait un dossier sur ça, il a fait une enquête sur ça, tu vois. Et du coup, il a été filmé des hooligans en Angleterre, papa. Mais en fait, quand tu rentres dans ce monde-là, tu peux pas aller partout. Parce que si tes potes avaient ceux de, je dis n'importe quoi, à Saint-Etienne, et que tu vas chez ceux de Lyon, quand tu vas repartir à Saint-Etienne, ça va pas être très cool pour toi. Okay. Donc du coup, t'es obligé de cloisonner. Qui tu filmes, comment tu le filmes, pourquoi tu le filmes, tu vois. Et donc vous êtes plusieurs. Et du coup, c'est ça où il faut être malin. C'est que t'envoies plusieurs gars. T'as filmé lesquels? Moi, j'ai filmé Marseille, forcément. Moi, c'était trop cool. J'ai fini dans les tribunes avec les mecs de Marseille. Ils m'ont filé une place pour la demi-finale de l'UEFA.
La dernière fois que je pense qu'ils ont été en UEFA d'ailleurs, en demi-finale de quelques coupes qui soient. Et ouais, c'était incroyable. C'était pendant le Ramadan, donc les mecs ils avaient amené, tu vois, des valises de bouffe. On s'est retrouvés à faire méchoui au milieu des tribunes. C'était génial. C'était génial. Et puis j'ai eu des images de ouf, quoi. Et t'as filmé justement des confrontations entre les bandes ou pas Non. tellement? Non. Moi j'ai filmé surtout, tu vois, ils sont quand t'as des copes un peu gros comme ça, des gros clubs, tu vois, ils sont parqués avant les matchs. Genre ils sont dans un endroit, c'est une fan zone, ils appellent ça une fan zone, mais en fait c'est un endroit où ils sont parqués avec les keufs et tout. Genre tu peux pas rentrer, quoi. Si t'es pas marseillais, tu rentres pas. Et moi, en fait, c'est connement, le matin, j'ai rencontré un des gars qui s'occupe de la sécurité des supporters de l'OM. Et du coup, ce gars-là, c'est lui qui m'a permis de rentrer. Tu vois, encore une fois, ce que tu disais, tu vois, c'est ma relation avec les gens qui a fait que j'ai pu ramener des images de malade parce que j'ai pu aller dedans avec ma caméra. Genre, j'étais là, salut. Ils étaient là, on n'aime pas les journalistes. Et l'autre, il était là, non, mais lui, il est pas journaliste, bataille pas. Et justement, toi, comment le premier contact, t'es arrivé avec ta petite écharpe de Mais en l'OM, fait, tes claquettes dorées de platine et en Pas avant du Guingamp? Pas du tout. Moi, je suis arrivé le matin pour aller repérer, pour bien faire mon boulot. Tu vois, j'ai été repérer la fan zone. Vu que je pouvais pas rentrer à la base, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver un point haut, un zoom, un truc pour essayer d'avoir quelques images quand même des Marseillais, tu vois. Et après, ils font une espèce de... ils marchent, tu vois, du point de la fan zone jusqu'au stade, tu vois. Et en gros, le matin, il y avait un gars avec un chasuble rouge, un truc de Marseille. Et il m'a dit, tu sais pas où il est, le coffee shop, là, le plus proche. En anglais, avec un accent de Marseillais, quoi. Et là, j'explose de rire. Je dis, non, mec, il est hyper tôt, il était 8h30 du mat. J'étais là, non, mais mec, ça ouvre à midi, c'est des fumeurs de joint. Ils se lèvent pas tôt. Ça n'existe pas, quoi. Et en fait, le mec, j'ai sympathisé avec lui, on a été boire un café. Et il s'est avéré que c'était le chef de toute la sécurité de tous les COP de Marseille. D'accord. Genre, quand lui dit, tu descends du bus, tu descends du bus. Il dit pas, tu descends pas du bus, tu descends pas du bus. Et du coup, c'est devenu mon pote et il m'a permis d'aller vraiment au cœur du truc, quoi. Genre, le matin, je filmais avec une flic et l'après-midi, j'ai filmé avec lui. Et la flic, elle était dans le convoi, tu vois, quand j'étais avec les Marseillais. Elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, tu peux pas être là où t'es, en fait. Elle me dit, c'est trop dangereux, tu vois. Ici, t'ont vu avec moi ce matin, bah. Je dis, mais non, mais il le sait très bien. Il le sait très bien, en fait. Je lui ai dit que j'ai filmé les keufs ce matin. Bon, mais voilà, c'est cool, quoi. Et du coup, j'ai fait toute la marche avec eux. J'ai des images, mon gars, ils sont avec les fumigènes, les mecs. Et je suis la seule caméra au milieu, quoi. Et du coup, vu que j'ai méga sympathisé avec lui, il m'a filé une place pour aller au match. Et t'as réussi Donc, à du bien. coup, j'étais au match avec eux. Et t'as réussi à bien les faire parler et tout ça, tous ces gars-là? Non, ça parle pas. Ça parle pas. Non, déjà avoir des images au milieu d'eux, déjà c'est ouf, tu vois. Mais après, ils te parlent pas. Du coup, ça veut dire qu'au moment de la diffusion, tous les visages sont floutés et tout. Bah, déjà, ils sont tous, ouais. Cagoulés, ils sont tous, les shows, ils sont tous comme ça. Ouais. Après, il y a eu 2-3 échauffourées devant le stade, tu vois. Mais là où j'ai eu le plus peur, c'est quand j'ai été avec la keuf chez les gars de Rotterdam. Là, mec, là, c'était pas pareil. Les gars de Marseille, tu vois, c'est, je sais pas, vous les connaissez, les mecs de Marseille, tu vois, ils font du bruit, ils braillent et tout, mais en soi, ils sont pas méchants, tu vois. Là, les mecs, c'était des extrêmes droites radicaux de ouf. Et puis, ils sont hollandais, quoi. Donc, ils font 2 mètres, 130 kilos, tous rasés, tous blonds yeux bleus. Ouais, ça fait pas rire, je te le dis. Tous habillés en noir, mais ils sont, je sais pas, c'est une tribune de stade de foot, mec, et ils sont 3000. Wow. C'est pas, ça part en couille, mec. Toi, t'es tout seul. T'es au milieu du Même champ de le- bataille de Même le Braveheart. flic, quand il m'a fait passer dedans, il m'a dit, range ta caméra, tu me suis, tu baisses la tête, quoi. Il m'a dit, on va couper par là. Je suis rentré, on me laisse pas tout seul. Et là, qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu devais prendre comme image de ces Mais moi, je gars-là? devais filmer, tu vois, tout ça, tous les échauffourés, montrer la radicalité des copes. Ouais, Et et du coup- t'as réussi à les filmer, ces gars? Ouais, je les ai filmés, mais de loin, tu vois, il faut être un peu plus malin, tu vois. Ouais. Tu peux pas aller en frontal, quoi. Ouais, eux, tu les as pas checkés. T'as Non, pas j'ai mangé voulu le aller méchant, dans leur. Tu l'as vu le film Hooligan? Ouais. Tu l'as vu ce film? Ouais, Tu sais, ouais. ils ont la cathédrale. Ouais. Mais tous les copes, ils ont ça en fait. Ils ont une cathédrale. C'est pas forcément le nom cathédrale, tu vois. Mais et eux, ils ont ça à Rotterdam. J'y étais en vélo devant, mec. Ah, je me suis pas arrêté. Je te jure, tu t'arrêtes pas. Ah, tu sens la tension. Ah, mais tu sens que le mec devant la porte, déjà, il te mate comme ça. Hein. Pourquoi t'es pas rasé? Pourquoi t'es pas blond yeux bleus? Et ouais, c'est. Ouais, ça fait peur. Sincèrement, ça fait peur. Et ce genre de truc, tu les limites en termes de temps parce qu'il y a un arrêt ou parce qu'en fait, tu pourrais bien ne faire quasiment que ça, même si c'est ultra chaud. Comment tu. Ouais, mais après, moi, j'aime comment bien tu faire un peu tout, tu vois. Là, je bataille avec Nathan Coren pour faire un autre documentaire sur de la bouffe ici au Pays Basque, Ok. tu vois, sur un pote à nous, là, Eric Hospital.
Moi, tu sais quoi, mec, je suis un couteau suisse de l'image, en fait. Dès qu'il y a une histoire à raconter, je te mets un micro, je te suis et je te filme du mieux possible. Du coup, ça m'ouvre des ports infinis. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable déjà d'avoir ce sens pour s'immiscer dans des endroits, dans des cercles ultra fermés, de gérer la pression comme manifestement tu la gères plutôt bien et tout. Tu pourrais dire que t'as encore un truc à creuser dans ces Ouais, thématiques-là. ouais. Bah après, tu sais, moi, j'ai jamais trop choisi ce que j'ai fait. Tu vois, c'est venu à moi, plus ou moins. J'ai eu beaucoup de chance, quoi, pour ça. Et du coup, je me dis que gérer la pression, oui, parce que voilà, c'est de là où je viens. De là où je viens, voilà, moi, j'ai grandi avec des gens qui étaient pas très commodes. Et du coup, bah, j'ai une facilité à comprendre des gens qui font du trafic, qui font des conneries. J'ai une facilité à discuter avec eux. Je savais à me mettre à leur échelle, en fait. Je viens de là. Moi, c'est plus dur de discuter avec un journaliste ou avec un politique qu'avec un mec qui est en prison. Faut Ouais. être clair. Donc, du coup, ben, ça t'ouvre des portes que peu de journalistes ont. Tu vois, c'est une spécificité qui est rare. Toi qui connais plein de journalistes, ben, généralement, ils sortent d'une bonne famille. Tu vois. Moi, je sors d'une bonne famille, mais après, tout le reste, c'était un peu plus confus, quoi. Et du coup, ouais, ça m'aide aujourd'hui à faire des bêtises pareilles, ouais. Mais ça m'a aidé pareil à la guerre, hein. Tu vois, de Ouais. sentir les gens. En fait, tu deviens un caméléon, t'es obligé. C'est de la psychologie. Tu es obligé d'analyser les gens, de savoir aussi où tu mets les pieds, si c'est vraiment, vraiment dangereux ou pas. Et il y a des moments où tu t'es dit, ça sent la merde, là, faut que je me barre ou faut. Ouais, bah, l'autre, là, à Lille, j'avais vite compris, hein. Ouais. J'avais vite compris que lui, il rigolait pas. Il était survitaminé. Enfin, tu voyais qu'il était pas très stable, le monsieur, quoi. Mais ouais, oui, oui. Bah, après, plus à la gare, tu vois, quand tu te fais bombarder et tout. Ouais, vous Là-dessus, avez des moments chauds quand même. à la fin, ouais. Ouais. À la fin, ouais. À la fin, je faisais plus le malin, ouais. Clairement. Justement, on peut en parler. De comment ça s'est fait, projet de Damien, de Ben, partir en Ukraine? Ben c'est Damien, hein. C'est Damien qui a écrit, qui a tout écrit. Et en fait, quand il est parti la première fois en Ukraine, il revenait en camion. Tu vois, il était parti en camion. Il avait récupéré du matériel avec Oui, il amenait du matos avec là-bas. une pharmacie du quartier à Biarritz. Enfin bref, des gens qui l'avaient aidé, et dont l'Église orthodoxe, je crois aussi. Je veux pas être très précis, donc je vais pas développer ça, mais il a rempli son camion, il est parti là-bas, et au retour, il avait je sais pas combien d'heures de route, et du coup, ben, un pote à moi a voulu aller le rejoindre, tu vois, pour passer par les Carpates et tout, faire ça en mode découverte aussi, de pas faire que l'aller-retour, tu vois. Et du coup, moi, je me suis greffé au voyage, et Damien est mon pote depuis des années, on n'avait jamais fait de projet ensemble. Et en fait, je sais pas, dans les bains à bulles à Budapest, il est venu me parler de son truc, quoi. Il m'a dit, ouais, faut que je te parle d'un truc, qu'est-ce que t'en penses? Et son idée était plutôt cool, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Donc raconte-nous un peu le but à l'époque de Mais Damien et de toi quand vous partez là-bas, le but, c'est d'aller rencontrer des artistes, quoi. Un, surtout, à la base. en Ukraine pendant la guerre. Ouais. Ouais. En gros, c'est de mettre en lumière, Damien il voulait mettre en lumière un peu les oubliés de la guerre, quoi. Et de montrer la guerre sous un visage que personne ne la montre, tu vois. Quand tu regardes aujourd'hui, tout ce qu'on te parle de guerre, c'est de nombre de morts, de combien de balles ils ont tiré, de combien de missiles il leur reste. Moi, j'ai filmé des peintres, des violonistes et des pianistes, quoi, tu vois. Quand même autrement plus smart et plus joyeux. Et puis, c'est les oubliés, tu vois. C'est les gens que tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne porte attention à ces gens-là, tu vois. Il y a quand même, du coup, le documentaire, pardon, est sorti, il s'appelle La liberté ne meurt jamais. Exactement. Et quelques temps après, il y a quelques mois, est sorti le livre du même nom, Ouais. chez Gallimard, Ouais. qui va raconter les 3 voyages de Damien, dont le vôtre. Ouais. Toi, il s'avère que dedans, justement, t'es quand même t'es le personnage presque central de toute cette épopée-là. Donc, il y a des moments il y a des moments un peu durs, tu vois. Tu disais tout à l'heure, vous êtes allé filmer des cadavres et tout. Ouais. Il y a des moments qui sont beaucoup plus légers. Et t'as des moments où finalement, en fait, c'est toi qui presque malgré toi, fait le con, mais genre à la fois, vous êtes dans un hôtel et tu te dis, je vais absolument aller filmer l'entrée des militaires dans la ville, et il dit, vas-y, ok, mais planque-toi, on n'a pas à être là. Ouais. Raconte-nous ce qui se passe à ce moment-là. Ouais, en fait, si tu veux, on est parti de l'ouest et on a été totalement à l'est. Et sauf qu'à la base, on devait pas y aller du tout, tu vois. Personne savait qu'on était là-bas. Genre, nos parents savaient pas qu'on était là-bas, tu vois. Parce que comment tu fais, tu vois. Allô, maman, je vais sous des bombes. Donc, tu fais pas ça, tu vois. Tu dis, je suis à Kiev, c'est safe, t'inquiète pas, tu vois. Et du coup, on est parti totalement à l'est et on arrive à l'hôtel à Kharkiv. Donc, c'est une ville de, je sais pas, 4-5 millions d'habitants, peut-être 3 ou 4, un truc comme ça. Une immense ville avec des buildings tout ravagés, mec. Mais quand je te dis ravagés, pas comme Gaza, mais c'est pas loin, quoi. Enfin, tu vois qu'il y a eu la guerre, quoi.
Et en fait, notre fixeur, il nous amène dans un hôtel. On se pose là, tu vois. Et il y avait une ligne droite, mec. Et comme dans les Landes. Une magnifique ligne droite avec un barrage, tu vois, avec des trucs en sable. C'était trop beau, tu vois. Et la lumière descendait. Et je dis à Damien, vas-y, je vais aller shooter ça. Et il me dit, ouais, mais cache-toi, tu vois. Je dis, oui, mais le plan, il est beau du milieu, quoi. Et du coup, je me suis mis là. Et, sauf que c'est juste au moment où ils ont fait un mouvement de troupe, quoi. Et mouvement de troupe, c'est interdit d'être filmé. Enfin, tu peux aller en prison pour ça, quoi. Et du coup, les mecs, ils arrivent face à moi, ils ont des tanks, des chars. Ils arrivent, ils sont armés jusqu'aux dents, les types, quoi. Et toi, t'es dans ton truc Et et toi, tu filmes. toi, t'attends la guillotine, pareil, quoi. Toi, t'es là, tu te dis, bon, je sais que j'ai pas le droit d'être là. Et du coup, ils s'arrêtent, ils me contrôlent, ils m'insultent. Et tout ça, on l'a. C'est parce que j'arrête pas de riquer, tu vois. Et tout ça, on l'a, quoi. On a le son et tout. Et du coup, ils me disent, bon, voilà, il faut que tu fasses les images, tu peux pas garder les images des troupes et tout. Donc, ils me ramènent jusqu'à la chambre. Et là, tu connais Damien, l'autre pas content, tu vois. Pas content du tout, mec. Tu fais que des conneries, quoi. Et du coup, on efface les images et ils me font pas vider la corbeille. Du coup, ils se barrent. Et moi, j'ai fait pomme Z. Voilà, toutes les images sont revenues sur la carte. J'ai gardé toutes mes images, tu vois. À la fin, l'histoire est belle. Mais sur le coup, j'aurais pu aller en tôle, quoi. Et là, c'est les Ukrainiens qui te mettent en Ouais, prison. ouais, c'est interdit, ouais. Loi martiale, t'as pas le droit de filmer, t'as plein de trucs, t'as pas le droit de faire. Et là, quand vous avez sorti le docu, vous les avez utilisés, ces images? Ouais, il y a un shot, ouais. Et il dure 3 secondes. Et ça peut pas te retomber sur la gueule a posteriori sur d'autres choses? Non, parce que tu vois pas où c'est, tu vois, le but, c'est que tu puisses pas donner des infos à l'ennemi, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un film qui est sorti sur YouTube et tu vois juste un char sur un camion, c'est tout. Avec un checkpoint juste devant, c'est tout. C'est tout ce que tu vois. Et ça dure 3 secondes. Excellent. C'est un peu con des fois. Bon, bref, on invite tout le monde à aller lire le livre parce que franchement, d'une part, l'histoire, elle est assez, elle est hyper forte et ça permet aussi d'en savoir un peu plus sur toi. Et encore, voilà, t'as un super rôle en fait et tu deviens presque célèbre parce que c'est quand même un livre qui marche très bien et dont on entend parler sur toutes les antennes et tous les, voilà, au niveau national. Ouais, je sais pas, tu vois. Moi, je l'ai plus pris, tu vois, comme une déclaration d'amour de mon pote, quoi. Ah, parce qu'il tu vois, personne parle très bien de toi. Ouais, tu vois, pour être honnête avec toi, je l'ai pas lu le livre. J'ai commencé, tu vois. Et... Tu pourrais écouter dans les petits passages que Damien lit. Ouais. Comment il te présente. Mais je l'ai pas lu entier, tu vois. Je l'ai oublié à Nazaré quand je suis parti, et du coup, je l'ai pas lu. Mais donc, je sais pas exactement tout ce qu'il dit, mais j'ai eu des brides. Mais déjà, les brides que j'ai eues, c'est une très belle. Enfin, tu vois, j'ai une chance de ouf, quoi. Genre, j'ai un pote à moi, écrivain, qui a écrit mon portrait comme lui le voit et que je pourrais jamais mieux le décrire. Enfin, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. C'est beau, quoi. Ça fait un souvenir de ouf, tu vois. Ma fille, je sais pas, quand elle aura 20 ans, elle pourra aller chez Gallimard, elle pourra voir, je sais pas, l'histoire de son pai, quoi. Il y a 2-3 passages qui la feront rire, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Mais c'est le but. Ouais. C'est le but. Et oui, après, je suis devenu un personnage parce que, y a que moi qui fais le trip entier avec lui. Ah ouais. Donc, en fait, je suis devenu personnage malgré moi. Je le savais pas du tout. C'est genre, c'était pas, enfin, je sais pas lui dans sa tête, mais moi, quand il me l'a dit, c'était déjà tout écrit, quoi. Et moi, je vais aller sur une note peut-être un peu plus dark. C'est quand même un documentaire de guerre que vous avez fait. Ouais. Psychologiquement, ça doit secouer un peu. Toi, comment t'es revenu de ce voyage-là? Comme tu dis, t'as filmé des cadavres, t'as vu des trucs horribles. Ouais. On a vu le mieux comme le plus mauvais de l'humanité, quoi, tu vois. Ça, en fait. C'est traumatisant. Mais pas plus que ça au début. Mais quand même, au bout de 6 mois, tu vois, je dormais pas trop bien et tout. Ouais, ça te marque, c'est sûr, ça te marque. Après, de le voir et de le vivre, ça n'a rien à voir. Tu vois. Moi, je l'ai vu. Je suis resté 1 mois. Il y a des gens, ils le vivent tous les jours, mec. Là, ça te traumatise. Moi, je m'estime heureux, tu vois. Donc oui, c'est traumatisant. Mais en fait, ouais, c'est l'histoire de ta vie, quoi, j'ai envie de te dire. Tu peux pas aller dans des trucs comme ça et pas avoir de traumatisme, c'est pas possible, tu vois. Sinon, t'es pas humain, t'as pas de cœur. Enfin, je sais pas. Quand tu vois les gens dans la misère la plus totale, enfin, c'est vénère, quoi. On est loin du surf et des paillettes et j'ai pas ma dérive et j'ai pas de wax. Ou le billet, il est à 19h, fait chier. Je serais bien parti à 15h, quoi. 19 mai. Escortés au son des sirènes par 2 véhicules de police, nous traversons tous les checkpoints pieds au plancher. Dans l'habitacle,
Les Sex Pistols saturent les enceintes. Les soldats engloutissent des canettes de Red Bull et braillent des God Save the Queen la main sur le cœur. Sur le pare-brise, ils ont scotché un panneau à tête de mort indiquant la présence de mines. En dessous du crâne, écrit au feutre rouge « I come, I fuck shit up, I live ». À croire que la démence de vivre diminue la peur de mourir. L'Australien Ayrton, alias Kookaburra, est certainement le plus fêlé du groupe. Un personnage à la Neil Cassady, pas vraiment conçu pour la production en série. 2 ans dans les mines de charbon du Queensland, 2 autres sur une plateforme pétrolière en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1 mois au trou entre les deux, et fraîchement débarqué en Ukraine comme volontaire international dans l'unité de déminage des engins explosifs. Une vie vouée à l'exceptionnel. Autant dire qu'avec Boula, ça a tout de suite matché. Quand tu disais que tu avais des idées, enfin que tes idées elles s'orienteraient peut-être plutôt vers ce genre de choses-là que poursuivre dans le surf encore 10 ans de plus, c'est que tu as déjà des idées un peu précises. Après, est-ce que cracherai jamais, tu vois, je cracherai jamais sur le surf, mec. Non, c'est pas du tout ce que je disais. Non, mais je veux dire, j'aimerais bien tout faire, en fait. Pourquoi choisir? Tu vois, pourquoi choisir? Moi, je peux très bien faire tourner un film de géopolitique aujourd'hui et tourner un truc de surf demain. Pourquoi choisir? Tu vois, ça, c'est vachement... Je sais pas, la société, elle nous met dans des cases de ouf, tu vois. Et je suis pas d'accord, quoi. Et à un moment donné, pour moi, c'est la même chose. C'est un personnage, c'est une histoire. C'est la même chose. Sauf que le sujet, il y en a des plus légers que d'autres, quoi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que si t'as de la culture et que tu t'intéresses à ce que tu fais, tu peux documenter plus ou moins n'importe quoi si tu sais documenter quelque chose, quoi. Et on en parlait il y a quelques temps. Tu me disais justement pour le film La liberté ne meurt jamais, tu avais dû aller à Cannes ou je ne sais où pour représenter le film. À Monaco. À Monaco. Et là, forcément, tu es loin de la guerre, dans les paillettes. Ah ouais. Et tu dois serrer des pinces. Et toi, comme tu l'as dit, tu es plus à l'aise à parler avec un tolard que parler avec, avec les gens de la haute. Comment t'arrives, mais t'es quand même obligé de le faire, c'est-à-dire pour ton taf, pour avoir des opportunités, t'es obligé de le faire, ce genre de choses. Comment tu En fait, si tu veux, je me dis que c'est mon travail et qu'il faut que je le fasse, quoi. Tu vois, quand t'en as pas et que tu te dis, je travaille et tu vois, je suis pas sélectionné nulle part. Je sais pas, t'es sélectionné à un festival de films à Monaco, t'y vas, quoi. Ça fait partie de ton job, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Et t'arrives à décrocher d'autres opportunités dans ce genre de cas, tu vois, on t'appelle pour non, pas forcément, tu vois, pas forcément, mais par contre c'est des expériences de vie et ça te fait voir plein de choses, ça te fait rencontrer des gens, ça te fait, même si tu les rencontres pas physiquement, tu vois, tu vois qu'il y a tel gars, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, je sais pas, c'est toujours enrichissant, je trouve, tu vois, d'aller sur des festivals. Là en l'occurrence j'ai rencontré un mec qui s'appelle Pete et qui a fait le seul documentaire sur les Russes au début de la guerre. C'est lui qui a gagné devant nous. Et j'étais à table avec lui, et lui comme moi, quoi. Lui était plus, il a été emprisonné par les talibans pendant 6 mois. C'est le gouvernement britannique qui a payé pour le libérer. Ben, le mec est extraordinaire. Et lui, il était comme moi. On aurait dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'était pas du tout son monde, tu vois. Mais au final, c'est des expériences, tu vois. C'est des expériences, je le prends comme ça. Comme là, tu vois, de repartir au MI, c'est une expérience de ouf. Peut-être ça m'arrivera plus jamais dans ma vie. Mais là-bas, à Monaco, c'était pareil. J'ai serré la pince du Prince Albert. Voilà. Tu vas, salam alaikum les gars, tu manges bien. T'es reçu dans un hôtel de ouf. Après, je me dis, tu sais jamais. Si, tu vois, je mens. Quand j'avais été à Val d'Isère, c'est là où j'ai rencontré Alexandre Toulier. Qui fait partie de Bonne Pioche. Et qui, entre autres, ont produit La Marche de l'Empereur. D'accord. Et c'est eux qui nous ont produit le film de Damien. Et tu vois, j'avais été là-bas, je l'ai rencontré sur place, et il nous a produit un film, tu vois. Donc, comme quoi, ça sert de le faire. Ouais. Mais c'est pas à tous les coups. Et c'est normal, tu vois. C'est normal. C'est de la prospection, quoi. Ouais, et puis t'as des affinités aussi avec les gens. Tu vois, mon travail, c'est vachement d'affinités. Vous le savez, on passe des heures et des heures à taffer ensemble. Si tu peux pas blairer le mec, ça va être compliqué, quoi. Ou si lui, il peut pas te blairer, ça va être compliqué. Et justement, ça t'arrive de devoir filmer des gars avec qui t'as pas d'affinité ou pire que tu peux pas les blairer. Ou dire à Vincent, non, pas les blairer, non. Ou dire à Vincent, faut qu'on change d'équipe parce qu'avec lui et moi, visiblement, ça marche pas. Non, parce que t'es professionnel, tu le fais, tu vois, mais
Mais non, et puis là, pour HBO, l'équipe, elle est assez grande. Mais oui, après, ça m'est arrivé. Pour d'autres trucs, oui, Ouais. ça t'arrive forcément. Ouais. Ou des gens qui veulent pas te voir, quoi. Qui te disent, vas-y, j'ai eu des ordres, t'es là. Mais en fait, je veux pas te voir, quoi. Moi, tu me fais chier plus qu'autre chose. Ok. Eh ben, salut. Ça va être easy, le taf. Mais non, non, non. Non, après, voilà. Et tu peux pas t'entendre avec tout le monde non plus, mais c'est dur, après, je pense, de faire des documentaires avec des gens avec qui tu t'entends pas. Parce que pour avoir le meilleur d'eux-mêmes, faut quand même. Et toi, donner le meilleur de toi-même aussi, il faut quand même t'entendre un minimum, je pense. Ouais. Et jusqu'à présent, tu nous as parlé pas mal de projets où tu étais embauché par quelqu'un, où Ouais. l'idée venait de quelqu'un et toi, t'amenais ta pierre à l'édifice. Ouais. Quand est-ce qu'on aura le projet de Michael Darrigan? Moi, je suis pas réalisateur, mec. Et ça Ça te peut tente impliquer pas quelque chose de passer Non, dans je ce peux délire-là? je sais pas trop. Moi, je vois les idées, je crois. Je crois que j'arrive à avoir 2, 3 trucs. Mais j'ai pas de formation, je sais pas écrire. Enfin, tu vois, chacun son poste. Pour faire une bonne équipe, c'est chacun son poste, tu vois. Moi, voilà, je veux être directeur de la photographie, tenir une caméra, réfléchir à des angles, à de la lumière, à des mouvements, à des trucs et des machins, tu vois. Mais ouais, je sais pas, hein. Pas pour moi, je trouve. Après, peut-être que je me mens à moi-même, mais je pense pas. En gros, Foncièrement. si tu avais une très très bonne idée de docu ou un personnage sur lequel tu voudrais bosser, tu préférais aller proposer cette idée à une Ouais, personne qui sait faire? ouais, Ok. ouais. Que de le tenter Pour, toi-même. ouais, pour arriver à un niveau d'excellence au-dessus. Ouais, ok. Parce que voilà, moi, je suis là. Si t'es un vrai réal, t'es au-dessus, quoi. Et Ouais, mais tu l'as prouvé, tout s'apprend sur le tas. ouais, mais je pense que raconter des histoires bien avec, enfin, c'est compliqué. Ok. Tu vois, pour faire des trucs qui cartonnent, tu vois, comme ce qu'il a fait Vince là avec le film de Jérémy, sincèrement, voilà, c'est du haut niveau. Et ça se fait pas en 2 jours, quoi. Et je sais pas, et puis c'est du stress aussi. Tu vois, Ouais. moi, déjà, je me mets énorme de stress là quand c'est toi le réal, mon gars, que le fil c'est une buse. Pour toi, c'est cadeau, hein. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, hein. Donc je sais pas si, tu vois, je gérerais le stress et tout. Je sais pas. Puis ça m'intéresse pas forcément, tu vois. Je préfère faire comme là, tu vois, pour HBO, pour bosser sur des gros projets avec des gros réals, des gros producteurs et chacun sa place, très bien organisé. Et c'est comme ça que tu fais les plus beaux projets. Et quand tu commences à être au four, au moulin et à la vente, à un moment donné, tu fais pas du bon pain, quoi. World. J'entends. On glisse doucement vers la fin. Tu parles du Bucco tout à l'heure, t'as expliqué que du coup le Bucco c'est de là d'où tu viens, Ouais, c'est ce qui t'a construit, C'est ouais, une partie de ma vie. et qui t'a construit C'est ma base, tous les mec. niveaux. Pour plein de gens, Bucco, notamment si on doit parler de surf avec des surfeurs, c'est eux qui nous écoutent, Ouais, ça reste quand même aussi un endroit à part ouais, sur le paysage du surf français, ouais. un endroit aussi qui est protégé et qui fait ce que c'est aujourd'hui, ce qui participe clairement en fait à la protection de l'endroit. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ce truc-là, de la façon dont tout ça est tenu aujourd'hui? Ouais, bah aujourd'hui, ça va, c'est cool. Aujourd'hui, Par ça rapport va. à ce que ça a pu être, tu veux dire? Bah ouais. Bah oui, c'est les vacances, regarde. Rémi peut venir chez nous, ça fait. On est tolérant. Bon, il a mis 10 ans. Non, mais c'est plus ce que c'était, tu vois. C'est plus ce que c'était. Et puis, tu veux que je te dise, venez pas, c'est nul. C'est plus ce que c'était, mais en fait, c'est quand même il n'y en a plus beaucoup de spots comme ça, mais c'est quand même un spot où aujourd'hui Non. tu viens pas, t'es pas super bien accueilli, Non, comme ça, les c'est spots clair. sont pas très très loin. Alors, si je peux me permettre, je peux parler là-dessus. C'est un spot où tu peux pas espérer venir une fois Et te gaver. et te gaver. Mais déjà, il faut que tu saches surfer, quoi. Hein. Tu vois, tu peux pas venir te perdre chez nous comme ils viennent se perdre en Anglette avec leur board en mousse. Bah, t'es au milieu des usines, tu sais qu'il y a que des cons au bout de la route. Moi, je comprends même pas les mecs qui viennent, en fait. Je me dis, je sais pas, t'as rien compris au problème. Tu veux passer un bon moment, bah viens pas au Bucco, c'était pas d'ici. Même pour moi, le surf, tu vois, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le voyage, c'est la rigolade et tout. Mais du coup, quand je vais à l'étranger, il y a des spots où tu sais, je sais pas, tu vas pas à Hours en te pointant la fleur au fusil, quoi. Ouais. C'est aussi simple que ça. Vas-y, hein, tu vas vite te faire jeter. Et du coup, moi, j'ai appris le surf comme ça, tu vois, avec les traditions, et ça m'a vachement servi après. Parce que je connaissais les rules, quoi. Ouais. Tu vois, je savais que, ben, mon gars, pour avoir ta place au pic, il faut 10 ans, fils. Que tu sois né là ou pas, quoi. Tu te fous en bas, tu vas prendre les rougnes, tu prendras les 7 dans la gueule, voilà. Et dans 10 ans, ça sera ta place.
Mais ça, quand tu l'apprends, après, moi, je trouve ça normal, tu vois, quand les gens, ils vont à Hawaï et ils disent, ouais, c'est rude et tout, là, moi, c'est du pareil au même, quoi. Le mec, il est là, il a 50 balais, il est nul, mais c'est lui qui va partir devant toi. Et qu'est-ce qui fait que c'était plus hardcore il y a 10 ou 15 ans qu'aujourd'hui? Bah, la justice. Les dangers encourus? Ouais, la justice française, j'ai envie de te dire. Ouais, puis même, il y avait le localisme était beaucoup plus répandu. Puis aujourd'hui, tout le monde est un peu vieux. Il y a plus vraiment de bonnes vagues aussi, clairement. Parce qu'avant, quand il y avait vraiment des bonnes vagues, tu vois, quand le père de Nathan est venu, Tom Curren et tout, là, il y avait des vagues de ouf, mec. Moi, j'ai vu des vagues de ouf chez moi, mais vraiment. Mais aujourd'hui, la mairie entretient plus la plage. Ils font tout pour la laisser à l'abandon. Et du coup, ben, on n'a plus de vagues, quoi. Le sable, il remonte sur la plage, plus de sable sur le banc de sable. C'est pourri. Plus de barrel, quoi. Mhm. Plus de barrel, c'est fini. Donc, ouais, donc le localisme, en fait, en Europe, les gens, ils le voient comme quelque chose de pas normal. Mais j'ai envie de leur dire, prenez des billets d'avion. Va aux Canaries, tu vas voir Ouais. si ils sont sympas. Va partout dans le monde, va au Maroc même. Va au Maroc. Au Maroc, ben aujourd'hui, tu vas à la Pointe des Ancres, mon gars, c'est la guerre civile. Il y a 70 têtes de bites dans l'eau. Et là, il y a des Suédois, des Norvégiens, il y a des mecs, tu sais même pas s'ils ont des plages chez eux. Et ils sont au milieu, ils font les bougies, et du coup, ça crée de la tension. Et donc, toi, si t'es de là, que tu veux surfer des bonnes vagues, tu veux arrêter de faire du slalom au milieu des gens, c'est quoi ta solution? Monsieur, s'il vous plaît, sortez de l'eau. Et Non, puis après, ce que tu disais, c'est putain, dégage. qu'il y a aussi il y a aussi, tu vois, dans toutes les régions surfistiques du monde, il y a des spots qui sont sacrifiés pour Ouais, pour le développement du surf. Exactement. Et il y a va à la d'autres Côte des Basques. spots qui sont moins sacrifiés. Et quand on parle des Canaries, par exemple, tu vas sur Fuerteventura, tu as quelques vagues qui sont sacrifiées. Oui, mais Et il y en a d'autres tu as le où droit il y d'y a même pas aller. d'image. Et tu as d'autres vagues où Où tu il y a même pas pointes, d'image. tu n'as même pas le droit de les regarder. Ouais, Quoi. ouais. Tu pointes avec ta voiture, ils te disent hop, va-t'en. Ouais, tu l'as jamais vu, va-t'en. Et tu passes quand même un bon trip parce qu'il y a. Il y a Ils te laissent d'autres endroits. aussi d'autres spots sur des trucs. Ouais, donc bien c'est sûr. juste. Ouais, Ouais, puis y a- après, tu vois, le localisme, il est appliqué à des gens qui comprennent rien, quoi. Généralement, enfin, je sais pas, comme je t'ai dit, tu viens au Bucco, tu sais pas surfer, tu sais pas ramer, tu viens te mettre au pic et t'arrives en disant bonjour. En fait, t'as pas eu l'éducation qui peut te permettre de venir, quoi. Regarde, toi, t'es venu, t'as vu une éducation, ben, t'es resté en bas, t'as dit bonjour, tu t'es fait casser les couilles par l'un ou par l'autre, et tu prends sur toi, et à force, ça passe. Et puis, quand tu vois que les meilleurs surfeurs du monde, ils sont venus chez nous, ils sont venus gentiment, ils amènent pas leur caméraman. Bon, après, ceux qui les amenaient, on leur pétait la bagnole, mais pas moi, forcément, mais ça arrivait, quoi. Qu'il y ait des voitures cassées, des pneus crevés, 2-3 claques. Mais moi, j'ai grandi dans cette ambiance, quoi. Et après, dans le culte de la grosse vague aussi, tu vois. Et la vague du Bucco est faite pour ça. Elle marche vraiment bien quand elle a la gauche qui rentre. Ça peut être hallucinant. Moi, je l'ai vu, mec, des barrels de ouf. Et du coup, il y en a pas 36 des vagues comme ça ici. Du coup, ça te forge aussi, tu vois, d'aller surfer quand c'est gros, quand t'es petit. Ça aussi, je pense, la quête des grosses vagues vient un peu de là, tu vois, de ce spot-là, quoi. Ouais. T'es né à la grande plage de Biarritz, c'est un peu plus compliqué pour te dire je vais aller à Jaws, quoi. Alors que tu vois, moi j'avais Max qui tractait Peyo, il y avait déjà des trucs, tu vois, il y avait Michel aussi, j'avais déjà des gars devant moi, tu vois, qui. Ouais, il y avait une compète, un Surf Session Challenge organisé là-bas, hein, dans les années 90. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, il y a eu des championnats de France et tout, ou des championnats Aquitaine. Coupe Ah ouais de France. Ouais, Il y a eu des- une Coupe de France. Ok. là-bas. Ouais, il y a eu carrément. des trucs comme ça. En 94. C'était la première Coupe de France où je m'étais inscrit. C'était en 94 et en fait c'était trop gros. Notre club il a pas voulu qu'on y aille. Bah, je crois que Surf Session Challenge, ça devait être l'année d'après, tu vois. Hein. Ouais, je dirais ça à 95. Mais c'est ça, tu vois. Ouais. C'est le spot à ça aussi. Trop bien. Non, mais c'était intéressant de parler de ça aussi. On glisse vraiment vers la fin de l'émission. Du coup, ce coup-ci, il y a 2 rubriques récurrentes Vas-y. sur lesquelles on a évidemment envie de t'entendre. La première, Grom Spirit. Ouais. Toi, justement, tu fais partie des gens qui ont réussi un peu par hasard à aller dans une carrière qui finalement en fait leur va carrément. Ouais. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aujourd'hui souhaiterait s'engager dans ça, par exemple la vidéo de surf ou un autre conseil d'ailleurs. De pas écouter les autres. De pas écouter les gens qui te disent que c'est pas possible. C'est juste ça. Enfin, tu vois, si tu veux le faire, que c'est ta passion, fais-le, quoi. Mais par contre, donne-t'en les moyens. Il faut bosser comme un soldat. Mais tout est faisable.
Regarde, moi, c'était pas gagné. Hein. Vraiment. Du coup, ouais, juste, voilà, être passionné par ce que tu fais, quoi. La passion, c'est ça qui paye. Aujourd'hui, combien de gens, tu vois, font métro boulot dodo avec un truc qui leur plaît pas. Mec, avoir la passion de ton taf, tu y passes quand même 90% de ta vie. Je trouve que c'est une bonne base. Ouais, et ça, pour les kids, voilà, juste rêve, quoi. Rêve, vis tes rêves. Et par contre, donne-toi les moyens, tu vois. C'est ça, le truc. C'est que tout est possible, mais avec du travail. Ça arrivera pas tout seul, quoi. Voilà. Je sais pas quoi leur dire de plus. En vrai. C'est déjà pas mal. Buvez pas trop, fumez pas trop. Et ton coup de pression, du coup. Il y en a eu pas mal, je présume. Tu nous en as raconté quelques-uns. Coup de pression. Bah ouais, Vu que tu prends pas la pression manifestement plus que ça. Ouais, des coups de pression. Moi, j'en ai pris des bons. J'en ai pris un bon à Hawaï. Par Cano Henry. Ah ouais? Ouais. Je suis rentré dans sa maison avec des chaussures. Oh putain. Voilà, t'as compris, je te fais pas un dessin. Je venais pour 10 jours pour shooter dans la maison Volcom. Ah, ça s'est pas très bien passé. Il était pas très content, le monsieur. Il m'aime pas trop. Ah ouais. Et gros coup de pression, du coup. Parce que lui, sur le North Shore, s'il veut, tu repars les pieds en avant de l'île, quoi. Et du coup, ça s'est passé comment? T'es rentré avec les chaussures? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouais, ben, il m'a foutu dehors. À 11h du soir. Il m'a foutu dehors. Et moi, j'ai appelé 2-3 copains qui ont fait que j'ai pu rentrer dans la maison, mais ouais, pas cool. Pas cool du tout. Pas cool du tout. Bah, Cayman Henry, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le mec sur les vidéos sur le North Shore que vous voyez tabasser des mecs à grands coups de pied dans la tronche. Ben, c'est lui. Donc, ouais, gros coup de pression. Gros coup de pression, ça. Après, ouais, la guerre, quoi. La guerre, mais c'est vaste, le coup de pression de la guerre. Et il est global, j'ai envie de te dire. Oui. Il dure un mois. Ouais, 2 semaines, bien. Ouais. Tu vois, les 2 premières semaines, ça allait. Les 2 dernières, ça allait moins. Mais ouais, gros coup de pression dans le surf, ouais, ça. Et après, non, pas grand chose de plus. Hein. Si, descendre la falaise en Irlande. Avec Vince la première fois. Là. Ah ouais, Eileen, c'est vrai. Ouais, Cliff of Moher. 234 mètres, je crois. Oh, comme ça, avec 20 kilos de matos. Qui coûte 50 000 balles. Mais qui peut t'entraîner dans le vide, surtout, quoi. Ouais, qui peut te faire. Et puis ça glisse, c'est humide, c'est l'Irlande. La gros coup de pression aussi. Mais bon, soldat, tu descends, t'y vas, mec. L'angle était top, cela dit. Trop bien. On reste là-dessus. Boula, ça faisait encore 1000 ans qu'on voulait t'avoir, donc merci d'avoir pris le temps de. Cool. Merci pour votre temps, les gars. Surtout que tu t'envoles demain. Donc, comme on le disait, l'épisode, quand on le sortira, le résultat sera tombé. Mais on vous souhaite évidemment de pouvoir remporter cet émi, puis d'avoir le temps de bien le fêter, surtout sur place, ce coup-ci pour toi. Ouais. Espérons qu'on va le gagner. Mais bon, on a déjà gagné. D'être sélectionné, on a déjà gagné. C'est déjà énorme. Trop cool. On invite aussi à les gens qui veulent en savoir un peu plus à te suivre sur, d'une part sur Instagram, LinkedIn aussi, où en fait tu partages pas mal et d'un point de vue beaucoup plus professionnel un peu ton actu. Et c'est hyper intéressant de lire ces trucs-là. Ouais. Donc ça, c'est très cool. Et puis on peut dire merci aussi à la personne qui a oublié son appareil photo il y a une quinzaine d'années dans le bus. Je le remercierai jamais assez bien. Franchement, ouais. Franchement, un truc de ouf. Hein. Ouais. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose, la vie. C'est ça. Voilà, bon. Merci encore. Et puis, quant à nous, on se retrouve prochainement avec un ou une nouvelle invitée. Il va falloir enchaîner après toi, quand même, autour de la table. Et d'ici là, n'oubliez pas... Allez surfer. You